Salut les marques et salut les smarts, bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch à grosses gouttes ici plusieurs fois par semaine sur Catch Up. On analyse, on décortique, on critique, on encense parfois les shows de la WWE et consorts. Je suis Raphaël, nous sommes ensemble ici pour cet épisode pour le tout dernier pay-per-view de l'année 2020 à la WWE. Et j'ai avec moi le grand spécialiste des pay-per-view de la WWE et de l'année 2020. Il s'appelle Papy, vous le connaissez sûrement. Comment vas-tu, Papy? Bon, les petits enfants, bonjour Raphaël. Oui, oui, bah oui, spécialiste, c'est vite dit, quoi. On va dire le gars qui squatte, quoi. Spécialiste en tout, c'est ta spécialité. Très bien, Comme- et ben j'accepte cette spécialité spéciale. Voilà, bah écoute, Papy, ensemble, on va un peu clore l'année 2020. Pas tout à fait, parce qu'il y a encore quelques weekly, mais au niveau des pay-per-view, grosse année, hein, 2020, grosse année quand même, hein. Ouais, Ah ça, hein, on aura vu, y a bah, je pense qu'en termes de vente de billets, c'était pas la meilleure année pour la WWE, c'est vrai. mais ça reste une grosse année quand même. Ça reste une année marquante. Et au niveau pay-per-view, le premier pay-per-view de l'année, fameux Royal Rumble historique, c'était fini, souviens-toi, avec Drew McIntyre, hein, tu te souviens de cette image mythique? Il avait gagné, c'est ça? Exactement, et oui, Ah, que d'émotions. que d'émotions. Eh ben écoute, on va faire presque une boucle puisqu'on va finir l'année, le dernier pay-per-view de 2020 se commence avec celui qui avait fini le premier pay-per-view, c'est formidable. On commence avec Drew McIntyre, et ouais, parce qu'entre-temps, si vous avez suivi Catch Up, il a fait pas mal de trucs quand même cette année, hein, Drew McIntyre. On vous invite à écouter tous nos podcasts de Monday Night Raw et des pay-per-view de cette année, si vous avez du temps. Pourquoi pas, hein. Mais oui, c'est bien, ça surtout occupez-vous maintenant que vous êtes coincés chez vous tout seul, sans votre famille, sans vos amis, écoutez des podcasts. Voilà, Papy qui sait toujours trouver les mots qu'il faut pour séduire notre public. Eh ben Voilà. écoute, Papy, opener, Drew McIntyre versus AJ Styles. Nous sommes à TLC, table, l'échelle et chaise, c'est comme ça que ça s'appelle, pour donc voilà un TLC match. La ceinture, on en a parlé au dernier Raw, elle est accrochée tout en haut. Et puis maintenant, vous avez des échelles, vous avez des tables, vous avez des chaises. Faites-en ce que vous voulez pour arriver là-haut. Au boulot Gros- les gars. Au boulot, grosse affiche très attendue. Alors AJ Styles n'est pas seul, hein, il est avec son manager, garde du corps associé, qu'il a réussi à se faire transférer de Raw Underground durant la période des transferts. Donc Drew commence assez fort à dominer, notamment à l'extérieur du ring, et puis il réussit à placer pour la première fois une échelle au milieu du ring. Quand il commence à monter, AJ Styles tape à coups de chaise sur la jambe, sur le genou, et du coup, ben, ça va être un peu le fil rouge du match, hein. AJ Styles va énormément travailler le genou de Drew McIntyre pour l'empêcher de grimper. Alors il y a un segment un petit peu bizarre où Drew il prend AJ Styles au sol, il lui fait cette prise là où une bascule pour catapulter son adversaire, sauf que au lieu de le faire sur le turnbuckle, il envoie son adversaire, il envoie AJ Styles sur l'échelle qui forcément se met à grimper, c'était pas très malin. Heureusement, Drew McIntyre rattrape un peu son erreur et ensuite le catapulte sur une chaise qui avait été coincée dans les cordes par AJ Styles lui-même. On connaît la règle en général, quand tu poses un objet quelque part, c'est toi qui finis par te le prendre. Donc AJ Styles, très dominateur grâce à ses coups de chaise sur la jambe de Drew, un petit peu ambitieux puisqu'il tente un Styles Clash sur Drew McIntyre, ça passe pas évidemment, il est contré par un Future Shock DDT. AJ Styles fait un long calf crusher avec l'aide d'une échelle, donc forcément Drew McIntyre il commence par avoir très très mal au genou finalement. Et puis à un moment donné, AJ Styles il couche Drew McIntyre à l'extérieur du ring sur une table, il s'apprête à sauter du turnbuckle, mais Drew lui envoie une chaise dans la tronche, et alors bien visé, Drew shutdown. AJ Styles prend ça en pleine poire. Ou alors on a plein d'autres prises. AJ Styles qui réussit à placer son phénoménal forearm, qui grimpe sur l'échelle, mais Drew McIntyre l'envoie à travers une table à l'extérieur du ring. Et ça, c'est un peu le tournant du match, puisque voilà, AJ Styles vient de s'écraser sur une table dehors. Il est tombé de bien haut, il a très mal, il bouge plus du tout. Drew McIntyre s'apprête à grimper, et tout d'un coup surgissent le Miz et John Morrison à toute vitesse. Le Miz passe Drew McIntyre à travers une table. Pendant ce temps, John Morrison tend la mallette à l'arbitre. C'est officiellement le cash-in du Money in the Bank. Et ben celui-là, on l'aura attendu depuis un moment, hein, depuis le fameux pay-per-view Money in the Bank gagné par Otis et puis récupéré donc ensuite par le Miz, c'est officiel. Du coup, ben, on passe à un Triple Threat TLC match.
Sauf que ça plaît pas du tout à celui qui avait rien dit pour le moment, mais qui est quand même très grand, c'est le fameux Almost, qui attrape le Miz et qui l'envoie lui aussi à travers une table. Et ensuite, il va se mettre à poursuivre John Morrison, qu'il avait tapé avec une chaise. Du coup, voilà, petite ficelle scénaristique, hein, on n'a plus personne, on n'a plus d'intervenants extérieurs autour du ring, il n'y a plus que les 3 participants au match, Drew McIntyre, AJ Styles et donc le Miz qui s'est incrusté. Et là, on va avoir une longue séquence avec beaucoup de tension où chacun semble proche de décrocher la ceinture, hein. Ils montent chacun aux échelles. Donc, comme d'habitude, ils sont des fois face à face à quelques centimètres de la ceinture. Et puis, ben, l'un va donner des coups de tête à l'autre ou va le faire taper sur le rebord, ainsi de suite. Et puis, au final, eh ben, Drew McIntyre penche l'échelle. Il fait tomber le Miz et AJ Styles. Il envoie un Claymore Kick dans la tronche du Miz qui était encore à peu près debout. Drew McIntyre grimpe lentement mais sûrement et il finit par décrocher la ceinture. Donc le Miz a raté son cash-in, mais Drew McIntyre est encore champion. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match, Papy? Ah, oui, bah, c'était un match sur lequel je m'attendais à 0 surprise et puis quand je vois le Miz débarquer avec la manette, je vois: «Ah non, il va juste prendre un coup de pied puis il va jamais pouvoir encaisser». Puis dans la seconde, il arrive à encaisser, je me dis: «Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là?» Et puis d'un coup, tu vois, Drew McIntyre qui se retrouve dehors du ring et AJ Styles aussi, puis Miz qui est tout seul, je fais: «Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire?» Mais non, tout est bien qui finit bien, c'est comme, Drew qui finit par surmonter, toutes les embûches mises sur son chemin et puis qui conserve le titre. J'ai trouvé que AJ Styles était pas mal dans ce match-là. Je l'ai trouvé qu'il mettait bien en valeur, tout ce que faisait Drew. Il a pas mal bumpé, d'ailleurs je pense qu'il se prend une belle petite balafre sur la joue, qu'on voit sanguinolente, sur la fin du match et puis voilà quoi, c'était et bah, voilà, je trouve que Drew du coup en ressort ultra fort parce qu'il a quand même résisté à pas mal de monde. Bon, les méchants sont méchants, donc sont forcément très méchants et forcément très stupides et donc ont réussi, à annihiler l'un l'autre leurs actions. Puis, bah, c'est le Face qui tire les marrons du feu, puis qui conserve quoi. Donc, un bon alors un opener avec Drew McIntyre, c'est très rare, mais c'était plutôt plaisant. Ouais, alors justement, par rapport à la gimmick qui est censée être un peu intelligent et fourbe du Miz et qui avait d'ailleurs réussi il y a 10 ans un cash-in sans coup férir indiscutablement. Comment tu l'as trouvé celui-là? Est-ce que tu t'es dit: «Ah ouais, c'est pas mal pensé d'intervenir dans ce match-là» ou vraiment ils passent pour des cons quand même? Alors sincèrement, je me suis pas mis dans la tête du Miz, je me suis mis dans la tête des bookers qui je me suis dit: «Ils ont enfin réussi à se débarrasser de cette mallette». Et en faire quelque chose, c'est ils ont fait finalement le porteur de la mallette était juste là pour, donner un peu plus de prestige à Drew McIntyre. Je l'ai plus vu dans ce sens-là, on va dire ils ont sauvé les meubles, parce qu'après, 6 mois où c'est absolument pas quoi en foutre, bah, voilà, le Miz pas illusion plutôt, pendant quelques semaines et puis, bah, tout est bien entre guillemets qui finit bien, le problème est réglé, il y a plus de mallette qui traîne et puis Drew en ressort renforcé, quoi. OK, ouais, tu pas tout à fait comme moi. Moi, j'avoue que le Money in the Bank, ça me paraît tellement une opportunité, ben, énorme d'être champion que ça me fait chier que, on va dire, ces 5 dernières années, le ratio, cash-in réussi, cash-in, raté est en train de s'équilibrer complètement et on ne compte plus là, bah, ces dernières années, il doit y avoir que Lesnar qui a réussi puisque, alternativement, Corbin, qui c'est qu'on a eu qui a raté aussi, Braun Strowman, putain quelle idée, c'est vrai. On en a eu quand Strowman, même ouais. des Après, c'est parce que c'est des mauvais choix de vainqueurs, j'ai envie de dire, hein. ouais. Que ce soit Strowman ou Corbin, s'ils avaient caché, de manière, successful, voilà, j'arrive plus à le dire en français, et ben, Mmh. ils auraient, qu'est-ce que ça aurait fait derrière? Je suis pas sûr qu'eux, en champion, enfin, bah, si Strowman était champion, tu me diras derrière, mais bon, à Ouais. à quel prix? Mais et chez les filles, par contre, je sais pas si elles ratent, qui c'est qui les a eu? Bah non, en fait, la dernière fois, c'était Asuka qui a eu la ceinture dans la mallette Non, directement, c'est encore plus simple ouais. et Pour le avant, je sais moment plus, en fait. pour le moment, c'est réussite totale, hein, je crois chez les filles puisqu'Alexa Bliss et Carmella ont réussi et il doit pas y en avoir eu d'autres et Et Bayley, ouais, Bayley, ouais, bah oui, c'est Bayley la fois d'avant. C'est pour ça que ouais, je l'avais oublié. ouais. Donc carton Bon plein chez les filles. et un peu moins bien Moi chez les garçons. un peu moins bien. Moi, j'espérais, c'est con, mais le Miz, je l'aime bien et je me suis dit alors je le voyais mal caché là dans la foulée sur Drew, mais bon et normalement une mallette c'est valable, 1 an, jusqu'au prochain pay-per-view ou jusqu'au prochain WrestleMania, donc il y avait possibilité.
J'aimais bien l'idée qu'il redevienne champion, mais je suis d'accord avec toi, il a été un bon porteur de mallette ces dernières semaines, je trouve. Alors bon, on n'a pas forcément aimé tous les handicap matchs et tout le bordel, mais il était là, quoi. Il était là, il faisait peur, enfin il faisait peur. Il était le Miz, quoi, il était petite fouine, il menaçait. Après là, franchement, moi quand je les ai vus commencer à grimper, enfin pour moi c'était sûr d'avance là avec AJ Styles et Drew détruits, je me suis dit, enfin, tant qu'il y a Almost dans les parages, c'était, très optimiste de penser qu'il allait pas venir sauver son patron, mais ça a donné un match très intense. Et moi, honnêtement, ce trio final là, ces quelques 2-3 dernières minutes où ils sont tous les trois sur les échelles l'un après l'autre. Moi, j'ai vu tous les trois gagner. À un moment, je me suis dit, bah, ça va être le Miz, et puis après, je me suis dit, ah, bah, tiens, ça va être AJ Styles, et puis bon, bah, finalement, c'est Drew, mais ils ont réussi à nous y faire croire, hein, à cette défaite de Drew qui semblait de base impossible. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'était quelques dernières minutes haletantes et effectivement, j'ai aussi, eu le doute, qui m'a assailli. Ah, dis donc. Mais en parlant d'être assailli, je crois que nous Non. sommes assaillis par un troisième participant. Mais c'est pas vrai! Est-ce qu'il nous entend? Est-ce qu'il nous voit? Oui, je suis là. Bonsoir les amis. Ah! Eh Mais bien, qui est-ce donc? Cashin, c'est vous le mise? C'est moi avec la mallette surprise. Ah, Mais bah, moi, très si bien. je cache, je gagne. Attention. Ah, oh là là, il est sévère. Eh ben, écoute, justement, ringside, puisque c'est lui, applaudissez-le, messieurs, dames, il vient d'arriver. Voilà, et Joli, il a joli le décor du studio, là, les petites décorations de Noël. Je suis très impressionné. ouais, ouais, alors, il y a quelques cadeaux, il y en a un où il y a un nain dedans, tu regarderas, c'est pour toi. Ah, merci. Eh ben écoute, ringside, est-ce que ça va bien? Et puis on était juste en train de finir l'analyse de l'opener avec donc le fameux cash-in du Miz. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé, toi? Ah, on est déjà à l'opener. Oh là là. Ouais. Non, bah c'était un super match en vérité. AJ Styles, alors, AJ Styles, il a sacrément donné hein, pendant le match. Il a donné de sa Oh, personne. il a donné hein, de sa personne, effectivement. Il a quand même fait 2-3 cascades qui étaient assez hurissantes, notamment le final, là, où il passe par-dessus la troisième corde depuis l'échelle. Alors, le Miz, lui, ça va, tout en douceur. Il se rétablit sur ses jambes et tout. Mais alors, AJ Styles, comme un taré. Ce qui manquait à ce match, je pense, c'est un peu de suspense. Hein. Moi, je voyais pas du tout AJ Styles gagner. Mais ils ont fait le spectacle. Le Miz, malheureusement, qui n'arrivera pas à valider la mallette. Ça, c'est dommage aussi. Mais bon, on est dans une construction de Drew McIntyre. On essaie de le faire le plus costaud possible. Donc, quelque part, ça se tient. Là, il a réussi à montrer aussi qu'il n'était pas le plus con de la bande. Mais j'étais vraiment impressionné par la violence de ce match. Je regrette juste, encore une fois, qu'il n'y ait pas de public parce que je pense que ça aurait été une date, je pense, dans l'histoire de la WWE, ce match, quand s'il y avait eu du public. Non, franchement, très très impressionnant, rien à redire. C'était très bien. Bon, un peu dommage pour le Miz, effectivement. Je pense qu'il y croyait quand même, qu'il aurait pu redevenir de champion WWE, mais c'est un problème de la WWE actuellement. Les ceintures, elles restent, les ceintures suprêmes, elles restent l'apanage de quelques personnes. Hein, plus que deux, hein, j'ai l'impression, pendant un bon moment. Mais non, ça devrait démarrer très très bien ce show. Ben alors, ringside content, oui, tu disais déjà l'opener, mais alors avec Papy, on n'a pas regardé de pré-show d'ailleurs. J'imagine qu'il y en a eu un, mais je sais même pas ce qu'il y a eu. Tu as suivi ça, toi, ringside? C'était un match 4 contre 4, Ah oui. avec d'un côté Big, le gros Otis, qui était déguisé en Vader. Il a une grenouillère même couleur rouge et noir, comme ça, aux mêmes couleurs que Vader. C'était sympa. Du coup, Chad Gable avec lui. Mhm. Et le quatrième larron, c'était Brian, Daniel non? Bryan. Ouais. Daniel Ah ouais. Bryan. Ouais. Et en face, le King Corbin, Nakamura, Cesaro, forcément. Et un quatrième personnage qui était Sami Zayn, le champion voilà. intercontinental, évidemment. Et Biggie a fait le tomber sur Sami Zayn. On aura un segment d'ailleurs, un segment ou deux, hein, pendant le pay-per-view. On se croirait à SmackDown ou Monday Night Raw. C'est la belle victoire de Biggie. Le match était sympa, j'en ai plus trop de souvenirs. C'était kick-off, quoi. Kick-off tranquille.
D'accord. Ben moi, Ouais, j'avoue que Papy m'a converti au zappage de kick-off. C'est pas bien, Papy, tu vois, je suis trop influençable. Non, Ouais, mais franchement, vous vous faites du mal à regarder les kick-offs. Arrêtez. non, mais des fois, il y a Charlie Caruso, donc c'est pas mal. Ah oui, ça, j'ai pas dit d'arrêter Charlie Caruso. Mmh. Non, c'est quand même. On prend des résolutions, mais quand même. Mmh. Bien, alors ringside, bon, Charly Caruso, elle est très sympathique, ce qui lui permet de faire une habile transition vers la douceur de la division féminine, puisque c'est le second match et heu et le seul match pour un titre, féminin, individuel de la soirée, donc c'est celui de SmackDown. Sasha Banks, la championne, affronte Carmella, sa challengeuse. Donc revanche, oui, 2e match de la feud, puisqu'il y avait déjà eu un match à SmackDown qui avait été, je me souviens même plus, c'est Carmella qui gagne par disqualification ou c'est Sasha Banks au final? Non, c'est Sasha Carmella Banks qui qui gagne. gagne. C'est Carmella qui Carmella qui gagne, ouais. Ah oui, d'accord. Bon, bref. Donc 2e manche entre les 2 jeunes femmes. Alors Sasha Banks au début du match, à un moment, elle envoie Carmella, à l'extérieur du ring, mais Carmella est attrapée par son associé, un peu difficilement d'ailleurs et ensuite je sais plus comment il s'appelle l'associé? Reginald, non? Ou un truc comme ça? C'est ça, ouais, c'est ça, Reggie. Reginald. Reginald, parce que j'avais noté son associé tout le temps sur la fiche et ça faisait un peu redondant. Bref. Et alors, un drôle de move où Reginald envoie Carmella sur la tête de Sasha Banks pour qu'elle fasse un Huracan Rana à Banks qui l'envoie dans les escaliers. Bon, un peu compliqué comme prise, mais c'est passé. Carmella qui s'arrête souvent dès qu'elle est en phase de domination pour remettre un petit peu ses bas. Elle a visiblement choisi un costume un peu compliqué à maintenir en place. Alors moi j'ai trouvé ça, Carmella elle a souvent une grosse prise d'un coup. À un moment elle envoie Sasha Banks le dos, la première sur l'arête du ring, mais Sasha Banks elle revient très vite en fait à chaque fois. Elle place même les Three Amigos, puis le Frog Splash, petit hommage à Eddie Guerrero, mais ça fait juste simplement 2, ça fait near fall. Carmella, comme le dira Papy plus tard, elle adore tirer les cheveux, donc elle fait des DDT en tirant les cheveux. On a beaucoup de sessions de tentatives de pinfall, de roll-up, de machin où ça arrête pas de faire des near fall. Carmella, elle utilise aussi ses grandes jambes pour faire des soumissions, soit en utilisant les cordes, soit au milieu du ring. Et puis finalement, Sasha Banks place son bank statement, mais le fameux Reginald attrape Carmella pour la sauver. Sauf qu'il se prend la double descente du genou de Sasha Banks à l'extérieur. Carmella croit en profiter en envoyant 2 kicks dans la tête de Sasha Banks, mais au final, elle finira coincée dans le bank statement et ce coup-ci, elle abandonne sans coup férir. Voilà, Carmella, occasion ratée. Sasha Banks est toujours championne. Peut-être qu'il manquait à nouveau un peu de suspense à ce match, ringside, mais est-ce que tu l'as apprécié quand même? Ah oui, oui. Moi, Ah oui? je profite que tonton Chris n'est pas là pour un peu encenser Carmella, qui je trouve a fait du très bon boulot. Moi, j'ai trouvé ça plus que correct. Bon, c'est pas le match de l'année, hein, on va pas non plus. C'est le match de l'année de Carmella, en tout cas. C'est le match de l'année de Carmella et peut-être le meilleur match de sa carrière. Mais voilà, on voit tout le talent aussi de Sasha Banks dans ces cas-là, hein, de pouvoir réussir quand même à sortir un match. Moi, je me dirais que c'était un bon match quand même. On voit quand même que Carmella, elle avait répété le truc, que la partition, elle avait effectivement répétée et re-répétée, je pense, hein, qu'elles ont dû vraiment beaucoup s'entraîner pour ce match parce qu'on voyait que le timing était quand même assez précis. On voit que dès qu'elle terminait un truc, elle partait sur enchaîner un autre truc. Il n'y a pas eu trop de temps de flottement. Victoire logique de Sasha Banks, mais je trouve que Carmella n'a pas démérité et qu'elle, quelque part, elle tient sa place un peu en haut de la division féminine, même si elle a été absente pendant un bon moment. Comme je l'ai déjà dit, généralement, quand on lui donne un boulot à faire, Carmella, elle le fait bien. Et mine de rien, ça fait 3-4 fois qu'elle se réinvente dans sa carrière. Elle a un physique qui est quand même pas mal. Elle est quand même plus grande que Sasha Banks, par exemple, donc elle en impose quand même un minimum dans le ring. Contrairement à ce que dit Wikipédia. Ouais, il la donne à combien? Il les donne toutes les deux à la même taille et au même poids. C'est ce qui m'avait étonné lors d'une dernière analyse récente avec Papy, mais je pense que c'est pas vrai tout à fait. Ah ouais, non, pas du tout. On voit bien qu'elle est beaucoup plus grande, Carmella. Ouais. D'ailleurs, je suppose que tu la mets face à d'autres catcheuses dans d'autres circuits. Elles auront tout un peu l'air de naines comparé à elle. Oui, c'est possible. Ouais, non, moi, écoute, moi j'ai trouvé ça tout à fait correct. Je ne comprends pas tout ce sel qu'on balance sur Carmella. Moi, je la trouve plus intéressante que beaucoup d'autres catcheuses du roster.
Et encore une fois, une belle performance de Sasha Banks qui arrive à sortir un très bon match de Carmella. Les deux sont jolis. Comme tu disais, hein, la petite tunique de Carmella avec ses petits bas de panthère là qu'elle réajuste tout le temps, c'est quand même sympathique à regarder quand on est un mec. Hein. On va pas se mentir. Donc moi j'ai passé un très bon moment avec ce match. Papy, bon moment partagé ou plus mitigé? Qu'est-ce que t'en dis, toi? Bah, moi, je vais quand même défendre un peu la vie de tonton, Ah parce oui, que bah ouais. le pauvre, il est pas là et du coup, on profite pour, de dire du bien de Carmella, c'est quoi ce scandale? Non, non, je vais pas l'assassiner non plus. Par contre, j'ai trouvé, c'était pas mauvais, mais pas bon, pas terrible non plus, quoi. Il y a ça manquait un peu de rythme, en fait. Alors certes, il y a pas eu de gros plantages, ils ont quand même tenté plusieurs trucs, mais voilà, c'est pas de méga dynamique, entre les 2. Carmella, bah, elle enchaîne les passages sans mais comment dire? Comme s'il récitait une leçon, en fait, tu vois? C'est la gosse qui récite sa poésie, mais sans la vivre réellement, quoi. Donc bah, c'est pas catastrophique, c'est pas désastreux, elle tente des trucs, mais c'est pas non plus super vivant, quoi. Donc bon, c'était voilà, comme je le dis, hein, j'ai pas passé non plus un moment à me claquer la tête contre le mur, mais j'ai pas passé non plus un super moment en regardant ce match-là. J'ai eu un petit crâne sur la fin quand j'ai vu, Reginald intervenir. Lui, je l'aime bien Reginald, il me fait marrer. Il fait rien, mais il me fait marrer. Heu, mais et quand je l'ai vu intervenir, je me suis dit: «Ouh, c'est pas vrai qu'il va réussir à endormir la victoire pour Carmella», mais non, l'honneur est sauf. Sasha Banks qui sera certainement une des grandes réussites de 2021, je pense, maintenant qu'elle est bien repartie sur le chapeau de roue, elle conserve et puis je pense qu'on passera à autre chose. Alors peut-être qu'il y aura une revanche heu, comment ça s'appelle? Au Rumble, histoire de prolonger un peu, la rivalité et puis qu'après, Sacha passera à une véritable, adversaire pour, dans l'optique de WrestleMania. Peut-être bien. Moi, je suis un peu, je suis pas tout à fait, ouais, je suis plutôt de l'avis de Ringside. Je suis plutôt, conquis par ce match. Alors conquis, c'est un peu fort, mais c'est sûr que j'attendais bien pire en tout cas et bon, Carmella nous avait peut-être habitués aussi à être inquiets. J'ai trouvé que c'était alors on n'a pas tonton Chris, on n'a pas les timings là sous les yeux, mais j'ai trouvé que c'est passé bien. Je me suis pas trop fait chier dans le match. Après, comme disait Ringside, peut-être que sur ce match-là aussi, il y avait une légère absence de suspense. Moi, j'ai pas eu autant dans le TLC là, il y a eu vraiment un moment où je me suis dit: «Oh là là, mais tout peut arriver», autant là, bon, même malgré Reginald, j'ai pas vu à un moment donné mon pronostic changer. Après je sais pas trop, ça apporte quand même un changement. C'est vrai que Carmella là depuis, 2 mois au moins, ça fait un peu, bah, ça fait une nouvelle feud quoi, parce que Bayley, Banks, tout ça, ça faisait quand même, ça a été une grosse partie de l'année. Là, ça a apporté un petit peu de fraîcheur. Je sais pas trop parce que ce personnage de Carmella est arrivé, voilà, directement au main event féminin avec son personnage là d'intouchable, avec du champagne et tout. Je sais pas trop comment elle va pouvoir garder ça, si elle redescend un petit peu dans la carte comme d'autres l'ont déjà fait avant elle, les Lacey Evans, tout ça, à arriver très fort et puis à rediminuer un peu. Mais voilà, c'est bon, ben, on l'avait un peu pronostiqué avec Papy, hein. Sasha Banks, elle sort un bon match contre n'importe qui et ben là, elles ont sorti à toutes les 2 un match, plutôt correct, par rapport à ce qu'on pouvait en attendre en tout cas. Ouais, puis l'opposition heel-face fonctionne bien sur un match Ouais. comme ça. Je pense que c'est ce qui fait un petit peu aussi le charme du truc. Hein. On Ouais, sait bah, derrière qui on doit être, quoi. Ça fonctionne tout de suite mieux. Hein. oui, ah bah, Carmella en heel, elle a la tête de l'emploi, elle le joue bien, ça c'est sûr. Allez les amis, est-ce qu'on passerait pas un petit peu de division tag team? Avec plaisir. Ah, Ah voilà, ça là voilà, là on aime bien, il y a plusieurs hommes, ça se met dessus. Alors c'est l'opposition entre, le New Day, les New Day, les champions en tag team, de Raw maintenant, oui pardon, fouf. Avec le Hurt Business, donc le clan de MVP, heu, représenté par, Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Donc depuis quelques semaines, Cedric Alexander, il est très, surexcité là, il a pris un petit peu de coke ou je ne sais quoi dans les vestiaires avec le Hard Business. Peut-être qu'ils l'ont un peu initié à certaines substances. Il est très euphorique et très, excité, donc il commence le match, super à fond et puis bon, il se prend une bonne salve de kick dans sa tronche, le New Day lui passe un petit peu tout là, il tourne souvent, ils lui font le stampede là, des splashs, des kicks et cetera.
Shelton Benjamin est même obligé d'intervenir à un moment pour briser un tombé. Shelton Benjamin en profite pour dominer un peu Xavier Woods pendant qu'MVP donne à boire à Cedric Alexander, qui a quand même pris une belle série. Woods et Kofi Kingston prennent un petit peu le dessus. Ils neutralisent Cedric Alexander dehors. Ils dominent Shelton Benjamin dedans. Sauf que Shelton inverse la situation en envoyant son grand genou dans la tête de Xavier Woods. Du coup, Xavier Woods est un petit peu face en péril pendant un petit moment. Cedric Alexander le tord un petit peu au milieu du ring, là, dans tous les sens. Kofi Kingston finit par rentrer et il tente un boom drop et Shelton Benjamin le chope en plein boom drop. Ça, c'était assez sympa comme move. Et ils essayent avec Cedric Alexander de lui faire une sorte de power bomb à deux, mais Kofi Kingston évite et il fait son SOS sur Cedric Alexander. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc Xavier Woods encaisse un peu les coups du Hurt Business dans tous les sens. Kofi Kingston, qui est l'homme légal, prend une grosse souplesse de Shelton Benjamin. Benjamin se place pour faire son finisher, mais Alexander lui vole le tag. Il se précipite sur Kofi Kingston, il lui fait son finisher dont j'ai oublié le nom, et il passe le tombé. Et 1, 2, 3, victoire. Bobby Lashley arrive pour applaudir le Hurt Business et la nouvelle équipe championne de Monday Night Raw. Le New Day perd à nouveau le titre. Bah, ils sont habitués, hein, ils l'ont gagné 10 fois, donc ils l'ont perdu 10 fois maintenant. Est-ce que ça, c'était une surprise et est-ce que le match t'a plu, Papy? Alors une surprise, non. Non, pas une surprise parce que je pense qu'on était comme plusieurs à estimer que le Hurt Business, ça faisait quand même un bout de temps qu'ils tournent autour de cette ceinture et puis, bah, quelque part, comment dire? Ils ont ça c'est un groupe qui est plutôt dominant sur les 2020 et le titre US, le ceinture tag team, c'est pas non plus le main event et c'est des qui pour le ceinture qui peuvent espérer choper, en fait. Donc voilà, donc j'étais pas du tout pas surpris. Il continue d'avancer sur le côté, Cedric Alexander, il devient de plus en plus, melonman et de moins en moins gérable. Mais bon, ça pour l'instant, ça leur coûte pas la victoire, au World Business et puis, bah, voilà, il gagne une victoire contre le New Day. Enfin, le match, il est pas mauvais. Par contre, j'ai pas trouvé que c'est la meilleure opposition entre les 2. J'avais trouvé leur dernier match plus sympathique, heu, entre ces 2 équipes-là. Là, il était bien sans plus, comme ça tourne beaucoup autour de Cedric Alexander qui fait un peu son show tout seul, bah, du coup, ça dessert un peu, je trouve, la qualité du match. Enfin, quand je dis dessert, c'est-à-dire que du coup, ils sont moins à et comme ils rajoutent un peu plus de scénario, c'est moins dynamique du coup, les échanges. Bon après ça reste du bon match parce que c'est deux bonnes équipes et 4 bons catcheurs, mais voilà quoi, donc c'était bien sans plus. Bien sans plus. Bon, est-ce que Ringside, tu partages cet avis? On était à TLC et on a eu que 2 TLC matchs, on n'a pas eu de tables ou de chairs match. Est-ce que c'était pas une stipu qu'il y aurait pu avoir là, sur ce match, ou ça t'allait comme Ouais, ça? Ouais. ouais, c'est vrai qu'on aurait pu avoir ça, histoire d'élever un peu le débat, parce qu'on a déjà eu des affrontements là ces dernières semaines entre le Hurt Business et le New Day, donc forcément ça faisait un peu redite. Mmh. C'est vrai que claquer une petite table ou un truc comme ça dans l'histoire, mais bon, on a un tel level au niveau des mecs qui sont dans le ring, là, les 4 là, c'est quand même niveau in-ring, comme on dit, ils ont un level qui est quand même assez élevé. Il y a peut-être Shelton Benjamin qu'on va dire qui commence à se faire vieux, mais putain, Shelton Benjamin, c'est un sacré catcheur quand même. Il gagnerait peut-être à le faire jouer un peu plus la powerhouse maintenant, parce il fait 2 fois Kofi Kingston, je crois. Puis 2 fois la plupart des autres mecs qui étaient dans le ring. Bah, du coup 3 fois Xavier Woods, ouais, c'est sûr. Ouais, voilà, à peu près. Mais non, là, on dit souvent que il y a un problème de tag team à la WWE, mais quand on voit des matchs comme ça, franchement, effectivement, c'est peut-être même pas leur meilleur affrontement, mais il y avait quand même tout ce qu'il fallait. Il y avait du suspense, il y avait des gros spots, ça allait un peu dans tous les sens. Alors c'est vrai qu'ils ont un petit peu surscénarisé le truc, mais c'était vraiment très très bien. 9 minutes 54 de match. Ah, merci. Ah J'ai les bien joué, depuis tout à timings. l'heure je cherche. J'arrête pas de chercher depuis tout à l'heure. Ça m'énerve, je trouve Eh pas oui. les durées. Bien joué. Ben le Wrestling Observer les a pas donnés, donc du coup aucun site Ah c'est français ne pour ça que les je a. t'ai perdu. Voilà, j'ai été sur un site allemand, voilà. Qui est Ah les connu, hein, Allemands, hein. Cage Match, hein, allez, je te donne nos secrets. Ben voilà, là il y a un mec qui a dû les chronométrer lui-même et pas juste reprendre
les timings du Wrestling Observer. Le match là est moins long que le match précédent des filles, qui faisait 12 minutes 42. Donc il devait effectivement y avoir 3-4 minutes de trop chez les filles avant. Et 27 minutes pour le premier match. Ouais. Ouais, il était quand même long, l'opener. Mhm. Ouais, voilà, pour en revenir à ce match tag team, je suis très content de la victoire aussi de Cédric Alexander et de Shelton Benjamin. Ça fait plaisir de voir l'avènement du Hurt Business. Tout ça est logique, tout ça est très bien orchestré. Moi, là, à ce moment-là, dans le pay-per-view, j'étais encore une fois totalement comblé. Et j'allais dire premier titre pour les deux dans le main roster depuis longtemps, mais non, ils n'ont pas été tous les deux tour à tour champions 24/7, même si ça veut pas dire grand-chose, mais Shelton Benjamin, il a été, non? Ouais, De mémoire. Shelton Benjamin Ça, sûr. c'est sûr. Alexander, je suis Peut-être Ouais, pas. avec ce loser là. Bon, il a été champion cruiserweight. voilà, ça. Cruiserweight, c'est déjà ça. Ouais, moi j'ai. Donc, Ouais. C'était un match divertissant. Bon, peut-être effectivement, enfin, pas d'une qualité pay-per-view, pourquoi pas, si, parce que tous les matchs de pay-per-view sont pas tous supérieurs à des matchs de weekly, mais j'ai trouvé ça, ouais, je me suis dit, tiens, il manque un petit truc en plus, parce qu'on les avait déjà beaucoup vus les uns contre les autres, ouais, une table, une chaise. En plus, le New Day, ils avaient perdu leur titre précédent contre Cesaro et Nakamura en passant à travers une table, donc il aurait pu avoir une sorte de malédiction à écrire, mais sinon j'ai bien aimé. Et puis le Hard Business, écoutez, on va très bientôt, très certainement, tous se retrouver autour d'une table dans les studios pour faire le bilan de 2020. Grosse année, belle année, et puis ça, belle surprise de 2020, parce que si on avait voulu pronostiquer qu'il y aurait une faction avec MVP et puis Shelton Benjamin et Bobby Cédric Lashley, Alexander, oh là. ouais, et que Ah, ça soit bien. c'est ça, il y en a 2-3 qui reviennent de loin, voire 4. Et c'est ça, faut se souvenir où ils étaient il y a un an, quoi, ceux-là. Oh là là. Ouf, ouais, difficile à dire. Bobby Lashley, il avait une femme. Ça, Voilà. Shelton Benjamin, il jouait à dire que Gable c'était un nain. C'est super. Il faisait des encore, trucs ça, avec c'était ses il y yeux a aussi. 3 ans. Ah, mais Gable est nain tous les ans. C'est sa gimmick. Je suis Ah oui, petit. c'est vrai. Ouais. Bon, écoutez les amis, on continue dans ce pay-per-view. Alors, on a eu les femmes, on a eu la tag team, et je vous propose de mettre tout ça dans un mixeur et d'avoir la tag team féminine. Bien joué. Oh là là, quelle transition pleine de poésie. Eh bien, les championnes féminines tag team, donc c'est Shayna Baszler et Nia Jax, qui d'ailleurs n'ont jamais eu de nom d'équipe, on ne veut pas s'embêter avec ça. Elles affrontent Asuka, et elles étaient censées affronter l'ex-femme de Bobby Lashley, d'ailleurs, Lana, mais elles l'ont cassée en deux. Du coup, partenaire mystère. Alors, qui ça pouvait bien être? Notre Discord catch-up s'est enflammé de propositions. Voilà, on a dû avoir des noms comme genre Dana Brooke. Eva Marie, on attend le retour d'Eva Marie. Là. Mélina. Ah, mais la semaine prochaine. Eva Marie, la semaine Ouais, prochaine. elle arrive dès lundi. Elle arrive lundi. Et puis finalement, c'est le plus vieux, le plus expérimenté d'entre nous qui a eu le nez creux. Ah, mais je sais, papy. T'avais eu le message avec ton voisin de chambre qui s'appellerait pas Rick et qui aurait pas des couches sales et des bagouses plein les doigts? C'est exactement ça. Il m'a baragouiné un truc. Et, quoi? Et j'ai compris qu'il disait ma fille quelque chose. Donc Eh j'ai ben, deviné. t'avais deviné, papy. Vous pouvez réécouter la review du dernier Raw. Il avait deviné. Elle était là, elle était dans les parages. Ça fait 6 mois qu'on l'avait pas vue, mais la partenaire d'Asuka, c'est ni plus ni moins que Charlotte Flair, 97 fois championne féminine à la WWE. Elle est toujours aussi queen. Elle est pleine de plumes et pleine de robes et pleine de brillances et pleine de paillettes. Et de suite, retour d'importance et de qualité. Et on sent que les championnes, c'est pas, se sont dit peut-être qu'on aurait mieux fait de garder Lana et de pas la casser en deux. Mais bon, ça, c'est toujours trop tard. Alors, qu'est-ce que ça peut faire cette tag team Asuka-Charlotte quand même, alors qu'Asuka est aussi championne féminine d'Euro? Ça commence plutôt pas mal. Alors, Shayna Baszler et Asuka s'échangent des coups assez stiff, un petit peu à niveau équivalent. Puis Charlotte tend la main pour entrer dans le match. Elle croise Nia Jax, qui lui rappelle que c'est elle qui l'a blessée, fracture du bras ou je sais plus trop quoi, il y a 6 mois. Asuka va être d'ailleurs longuement torturée au niveau du bras par Shayna Baszler, envoyée dans les barricades. Charlotte envoie une série d'atémies et son papa est en train de regarder d'ailleurs à la télé, c'est très mignon.
elle envoie une big boot Charlotte sur Nia Jax, pardon. Elle tente un tombé, mais ça fait near fall. Et puis, comme toujours, Charlotte nous place un moonsault depuis le turnbuckle à l'extérieur du ring sur ses deux adversaires. Dans le ring, Nia Jax récupère Charlotte pour lui placer un Samoan Drop. Asuka va ensuite résister longtemps à Nia Jax et Shayna Baszler qui essayent de la tourmenter à deux. Charlotte place le figure 8 sur Shayna Baszler. Shayna Baszler, je pense qu'il n'a jamais abandonné. Si, peut-être, je sais plus, la WWE. Enfin bref, Nia Jax en tout cas empêche la soumission, elle brise la prise. Asuka lui saute dessus, s'occupe de neutraliser Nia Jax. Et Charlotte Flair envoie la Natural Selection sur Shayna Baszler et elle place le tombé victorieux. Et ben voilà, donc on aura eu Becky to Belt cette année et on a Asuka, qu'est-ce qu'on pourrait, je sais pas comment on pourrait l'appeler, Asuka double championne en tout cas, retour gagnant pour Charlotte Flair, dernier titre qu'elle n'a jamais eu à la WWE, hein, championne NXT, championne féminine de toutes les divisions. Ben, Papy l'avait pronostiqué, mais toi Ringside, est-ce que tu t'attendais à revoir Charlotte et qu'est-ce que tu as pensé de ce retour gagnant? Oui, bah, je m'attendais quand même. Alors, j'ai pas laissé mes pronos, malheureusement, parce que je C'est pense pour que ça. j'aurais. Oui, mais j'aurais fait un perfect là, hein, je crois, ce soir. Ah ben c'est toujours ce qu'on dit quand on C'est n'a trop pas posé les facile, hein. pronos. C'est ça. Non, j'avais. Alors, oui, effectivement, je voyais personne d'autre que Charlotte Flair pour débarquer. Alors, le seul vrai problème du match, je trouve, c'est que Asuka, elle faisait pas le figure comparé à Charlotte, c'est le Charlotte Show, quoi. Et Asuka, elle a vraiment pas du tout été mise en valeur. C'est un peu dommage quand on sait que c'est la championne. Bon, je suppose que tout va déboucher sur un affrontement Asuka-Charlotte Flair, de toute façon. Mais c'était aussi un bon match, hein, encore une fois. Alors, c'est peut-être le moins impressionnant de la soirée. C'était vraiment la grosse performance de Charlotte Flair. Les autres ont pas démérité à côté. Le finish était plutôt pas mal. Voilà, 10 minutes ça a duré, moins que le match féminin entre Sacha et Carmella. Ouais, voilà, moi le seul truc qui m'a gêné, c'est de voir un petit peu Asuka diminuer comme ça par rapport à Charlotte Flair. Ça me dérange pas de voir Nia Jax et Shayna Baszler perdre les titres parce que on aurait bien besoin de les voir effectivement en solo. Sinon, à part elle, il y a personne dans le roster féminin, surtout à Raw. Voilà, j'attends de voir la suite, comment ça va se goupiller, mais pour le coup, pour la soirée, c'était un match plutôt cool. Ouais, alors est-ce que c'est pas le problème de manière générale quand Charlotte est dans les parages d'avoir toujours un Charlotte Show? Ah, c'est pas Papy, faux non plus, ouais. hein. Ouais. Non, mais je suis assez d'accord sur ce point-là avec Ringside, effectivement. Et je pense même qu'en fait, elle a volé le show sur les trois autres. En fait, de toute façon, c'était vraiment elle qu'on voyait. Alors, elle a déroulé tout le classique de Charlotte, comme tu l'as bien décrit dans ton résumé. On voyait toutes ses prises une à une, consciencieusement. C'était vraiment un match de reprise, quoi. C'est-à-dire que voilà, Mm. c'est Charlotte, donc elle va vous faire tout ce qu'elle sait faire. Hop, 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 elle déroule, et puis à la fin, c'est terminé, elle a gagné. C'était pas, encore une fois, c'était pas mauvais, hein, parce que de toute façon, enfin, elle sait y faire, elle sait catcher. Je pense qu'on verra plus de choses dans les prochaines semaines. Effectivement, moi aussi, je parie sans trop surprise sur Asuka Charlotte très très rapidement, parce que je pense qu'en plus Charlotte va prendre le titre très vite aussi, et elle aura une autre adversaire pour WrestleMania. Mais en tout cas, ouais, voilà, c'était pas mauvais, mais c'était vraiment le retour de Charlotte. Et puis du coup, bah, Charlotte fait ce qu'elle sait faire, et on attend de voir la suite, en fait. C'était un match de transition finalement vers la suite des aventures de la division féminine de Monday Night Raw. Ouais, est-ce que c'est pas un peu le problème aussi, les ceintures tag team féminines, finalement, il y a pas il y a des vraies équipes, organiques qui la gagnent parfois comme, quand il y avait eu les les Iconics, feu les Iconics, mais entre, Bayley et Banks cet été, là un petit peu Baszler et Nia Jax et maintenant, Asuka Charlotte, c'est souvent, 2 individualités très fortes qu'on fout ensemble, en se disant qu'au bout d'un moment, ça finira par refaire une feud ou un truc du genre, elles ont pas trop de prestige quand même, non, ces ceintures? Je sais pas ce que vous en pensez, ringside? Ouais, bah, elles sont clairement plus utilisées là au service des intrigues pour créer des Ouais. rivalités que
que comme un titre en lui-même. C'est vraiment pas le titre qui fait la personne, là, pour le coup. On a bien vu que les Iconics derrière, ça donne rien de spécial. Il n'y a pas assez de monde, enfin, il y aurait assez de monde, mais il faudrait créer une vraie division tag team, etc. etc. C'est pas, voilà, il y a quoi comme équipe en vérité? On a Riot le Squad. Riot Squad, et puis c'est tout, quoi. Les Donc- blondes. Les blondes, elles commencent à Dana Brooke et Ouais, mais ceux-là, on va pas les Mandy mettre en Rose. pay-per-view non plus. Hein. Faut pas Non, mais déconner. après, voilà. Si, au Rumble. Mm. Pour faire. Je me dis que ça peut être un espoir, une porte de sortie pour la division du tag team. C'est que Charlotte et Asuka finissent par se mettre sur la gueule et que du coup elles perdent la ceinture contre une vraie équipe. Moi, je serais partisan de laisser Shayna Baszler et Nia Jax en équipe. Que maintenant que Charlotte est revenue, je les vois plus du coup s'occuper du titre d'Asuka en fait. Je pense que Ça c'est va faire du monde. compliqué. Et donc du coup, autant les laisser en équipe. À la limite qu'elles reprennent le titre assez vite et qu'elles justement qu'elles s'affrontent d'autres équipes qui sont composées de la low card des divisions de SmackDown et de Raw. De toute façon, ils ont trop de filles à ne plus savoir qu'en foutre. Et ben voilà, qu'ils essaient de créer une division tag team là-dessus. Je suis pas super emballé parce que notamment la plus ancienne équipe c'était la Riot Squad et je trouve qu'elles sont très mauvaises. Mais bon, après c'est peut-être une porte de sortie pour cette division et pour ces filles-là qui de toute façon sinon elles auront jamais rien à faire parce que quand tu mets toutes ces filles-là versus Charlotte, Asuka, Sasha, Bayley, elles sont pas invitées du tout quoi. Donc voilà. En tout cas, le retour de Charlotte, je pense, sonne le glas du push de la meuf à Rousseff, là. De Lana. Lana, voilà. Hein. Eh ben, peut-être. Oh, elle ne gagnera pas le Rumble en ne faisant rien. Ouf. Ah, oui. Sans le Survivor du Royal Rumble. Non, ça serait un petit peu gros. Mais c'est vrai que n'oublions pas ça, là, on est à 2 doigts d'entrer dans la road to WrestleMania avec le Rumble. Bon, on en parlera, on fera des pronostics, tout ça, mais le Rumble féminin, difficile à pronostiquer, là, à moins que... Non, on peut pas avoir un retour, à moins que Ronda s'y revienne, mais... Becky Lynch. Oh, ça fait tôt quand même, non? Puis Becky Lynch, elle a gagné le... Oui, il y a 2 ans. mais excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Non, c'est bon. Ah oui, j'allais dire, et la petite, enfin la grande d'ailleurs, comment elle s'appelle? Je son nom, du coup je l'ai perdu. NXT, Oui, Rhea Ripley. Rhea Ripley qui était l'an dernier à WrestleMania. Moi, je la vois Oui. bien faire Rumble et revanche contre Charlotte cette année. Hein. Ouais, ça pourrait être fait aussi. Ah ouais, j'achète, effectivement. Ouais, voilà. Ou alors, il y a notre amie Bianca Belair hein, qui avait fait forte impression aussi l'année dernière. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Au Royal Et Rumble. elle part de loin. Hein. Elle part de loin aussi, mais ils sont en train de la construire là. Hein. Je pense qu'elle va gagner sa rivalité contre Bayley, partir éventuellement contre Sasha Banks. Mais on serait en face contre face. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre ça. Ouais, ça, on voit qu'ils ont un peu tout mal goupillé quand même. Hein. Mais bon, on va bien voir. Ouais, on va bien voir, mais vous avez raison, ils ont besoin, effectivement, là, on a un gros quatuor, un peu toujours le même, là, entre Asuka, Charlotte, Banks et Bayley. Bon, Becky Lynch reviendra, mais enfin, elle est quand même, je pense, encore 2-3 mois, hein, le temps d'avoir eu un enfant, tout ça, s'en occuper. Et donc, c'est pas plus mal, ouais, de Ripley et Belair, elles peuvent être potentiellement dans de cette stature-là. Elles sont plus intéressantes que Nia Jax, par exemple, donc pourquoi pas, mais ouais, il va plus falloir... jeune aussi, hein. Bien plus jeune, hein, parce que mine de rien, Baszler et Nia Jax, je crois que c'est toutes les deux pas loin de la quarantaine. Elles ont commencé super tard. Hein. Ouais. Bah, Nia Jax, je sais pas si on peut dire qu'elle a vraiment commencé. Oh non, c'est médisant. Ouh. Wow. Non. Soyons pas médisants. Allez, passons à autre chose. Alors, c'est pas le main event de la soirée, c'est pas le dernier match, mais quand même, bon, on va en discuter. Hein, mais là, on a le très gros match du soir, le plus long, je pense, non, ringside. Alors, attends que je fasse mes calculs. Eh bien, figure-toi Déjà, que il met non. 3 heures pour l'entrée. Hein. Là, je ferai chronométrer, mais ça durait extrêmement longtemps l'entrée jusqu'au ring. Hein. C'est pas le plus long match? Non, il est moins long que l'opener. 24-45. L'entrée. Il y a 3 minutes de différence. C'est à cause de l'entrée, alors que j'ai cette perception. Ah ouais, t'as au moins 5 ou 6 minutes d'entrée, là, c'était interminable l'entrée. Donc, l'entrée, c'est Roman Reigns qui affronte
Kevin Owens dans un TLC match, à nouveau pour un titre mondial. On résume pas voilà la feud entre le chef de la famille, le chef tribal, la tête de la table. Ouais, en français, ça donne un peu bizarre. Mais qui affronte donc le Canadien Kevin Owens. En fait, Kevin Owens, il arrive par surprise. Il attaque Roman Reigns à peine Roman Reigns installé sur le ring. Il joue à l'énergie les premières secondes. Il fait un cannonball dans les barricades. Il fait un splash depuis le rebord du ring sur le dehors. Donc Roman Reigns, il n'a pas eu le temps de comprendre où il était, qu'il est déjà bien submergé. Heureusement pour lui, Jey Uso arrive, sauf qu'il prend un super kick de Kevin Owens. Qui se met à choper une chaise et à taper sur les deux Samoans. Notamment Kevin Owens, il coince la cheville de Jey Uso et il essaye de lui péter la cheville en la tordant avec les chaises. Du coup, Jey Uso, il a très très mal, il est obligé de partir avec 2-3 arbitres et les mecs de la sécu. Moi, il s'en va, mais en général, on sait ce qui arrive aux mecs qui s'en vont comme ça en boitillant. Roman Reigns, pendant ce temps, il a le temps de revenir. Il chope l'escalier en métal et il l'envoie dans la gueule de Kevin Owens. Il va utiliser aussi l'échelle pour écraser Kevin Owens. Là, il y a une partie où Roman Reigns est méthodique et violent. Il réutilise les chaises, il réutilise les échelles, il fait un Fisherman Suplex sur la chaise. Ah non, ça c'est Kevin Owens, pardon, j'avais raté une ligne. Oui, Kevin Owens qui revient. Ah oui, c'est vrai. Il y a eu un passage très très bizarre à mes yeux, enfin un peu con, où Roman Reigns a complètement éclaté Kevin Owens, il le jette dehors. Et puis après, il se met à monter comme souvent à 3 à l'heure et il regarde même pas que Kevin Owens revient. Et donc Kevin Owens récupère une chaise, le tape, lui fait donc le Fisherman Suplex sur la chaise. Owens grimpe, il touche la ceinture, il sent l'or sur ses doigts. Sauf que Jey Uso est revenu, évidemment, comme on s'y attendait. Il descend Kevin Owens. Sauf que Owens, bon, il en a un petit peu marre à l'extérieur du ring. Il fait un pop-up powerbomb à Jey Uso sur la table des commentateurs. Et il va même enterrer le pauvre Jey Uso sous les débris et les déchets de la table, là, en mode tu reviens plus sous les gravats. Hein, s'il avait eu la pelleteuse d'un buried match, il aurait enterré. Sauf que Roman Reigns, encore une fois, ça lui permet de revenir. Hein, dès que Kevin Owens se retourne de sa baston avec Jey Uso, il en prend une dans la tronche. Il est en très mauvais état, Kevin Owens, hein, parce que Roman Reigns, il lui met un petit peu tout ce qu'il peut à travers la tête. Il lui fait d'ailleurs un choc slam sur une table. Il va un petit peu prendre soin de son cousin, Roman Reigns. Il regarde ce qui arrive à Jey Uso. Bon, Jey Uso est un peu inanimé. Il lui place un Samoan Drop sur une table. Donc Kevin Owens, il doit en être à 2 ou 3 tables passées à travers. Roman Reigns va lui aussi toucher la ceinture du bout des doigts, sauf que Owens, c'est une belle image. Il le tient, il est épuisé, Owens. Il est en 1000 morceaux, mais il le tient par le bout du petit doigt. Il arrive à le retenir. Bon, en vrai, Reigns, il pourrait l'attraper, la ceinture, mais il voit Kevin Owens comme ça derrière lui. Il descend en rigolant. Il lui dit voilà, mais Kevin, tu ridiculises ta famille. Regarde dans quel état où tu es. Comment tu vas rentrer ce soir. Et il lui envoie un spear à travers une table qui était sur le bord du ring. Sauf que Kevin Owens continue à se relever, il est increvable. Alors Roman Reigns s'est dit putain, allez, c'est reparti pour une autre. Il s'élance pour un spear à l'extérieur. Et Owens l'évite tel un torero et Roman Reigns passe à travers la palissade. Donc Kevin Owens grimpe à l'échelle. Il est retenu par Roman Reigns qui arrive quand même à revenir. Ils ont vraiment beaucoup de détermination tous les deux. Kevin Owens envoie 2 super kicks à Roman Reigns et il le powerbomb à travers une table sur le ring. Il remonte à l'échelle et il touche à nouveau le titre, le pauvre Kevin Owens, sauf que Jey Uso le retient. Owens descend, il lui place un stunner, mais à ce moment-là, Roman Reigns, qui était sur l'échelle, au moment où Kevin Owens est face à lui, il lui envoie un low blow, un petit coup dans les parties intimes, et ça ne pardonne pas. Roman Reigns, il place une petite soumission guillotine pour étouffer son adversaire. Owens chute pour une dernière fois, et Roman Reigns décroche la ceinture. Donc exactement comme Drew McIntyre, le champion conserve, mais au prix d'un gros effort. Qu'est-ce que tu en penses, Papy? Ah oui, oui, gros effort, et gros effort aussi pour nous faire croire, qu'il allait y avoir une surprise possible parce que, pour le coup, c'était le match où tout le monde, se disait: «C'est de toute façon, c'est Roman Reigns qui est conservé» parce que toute l'histoire, c'est Roman Reigns ultra puissant et puis Kevin Owens, c'est qu'un mec de passage certainement, même s'il est très bon. Et du coup, j'ai trouvé qu'ils ont été plutôt malins de tout de suite, très rapidement en fait, en tout cas, accélérer sur la phase finale, enfin, ce qui semblait être en tout cas une phase finale, ces moments où tu te dis: «Putain là, il a passé à travers 3 tables et c'est mort, il commence à toucher la ceinture. Ah bah non, il revient!»
et puis rebelote. Ils ont fait au moins 5 ou 6 fois ce truc-là. Et à chaque fois, tu te dis: «Non, mais là, c'est fini, là, c'est sûr, c'est mort, il vient de l'enterrer, il vient de l'achever, le pauvre gars», et puis: «Non, non, mais il revient et tout». Puis ils ont, super joué là-dessus. C'était moins spectaculaire que le premier de Chelsea. Il y avait beaucoup enfin, les 2 gars ont vraiment, juste, enchaîné les passages à travers les tables, hein, globalement. Mais par contre, c'est moins spectaculaire dans les gestes, on va dire, mais par contre plus intense dans les retournements de situation, tu vois? «Et voici le retour de la sous-préfète, Kevin Owens, qui est toujours là, qui attrape, Roman Reigns par le bout du pantalon», et donc j'ai trouvé ça plutôt bien parce que du coup moi ça m'a fait, au début je me suis dit: «Bon bah, c'est vite c'est Roman qui gagne», et puis au fur et à mesure je suis rentré en disant: «Non mais attends, il est vraiment incroyable ce contre Kevin Owens là, ils vont jamais réussir à s'en débarrasser, ils sont à 2 dessus puis c'est une teigne, ils lâchent pas l'affaire», et donc bah, du coup ça m'a bien raccroché les wagons, j'ai bien suivi jusqu'au bout, et bah, je ressors très satisfait de ce match-là, qui m'a vraiment bien accroché. Ringside, est-ce que tu partages la même opinion? Pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Qu'est-ce qu'il a bouffé Kevin Owens pendant le match? Mmh. Des spots de fou là, je sais pas, il a dû passer à travers 4 ou 5 tables, je pense, à peu près. Des chaises, j'en parle même pas. Increvable, le mec. Je pensais que ça allait être plié beaucoup plus rapidement. Et non, ils ont décidé de faire un gros match. Encore une fois, s'il y avait du public, je pense que ça aurait été aussi une De la date folie. dans Ah ouais. l'histoire de la volée. Là, ils auraient vraiment mis le peuple en feu avec tous les retours de Kevin Owens au dernier moment. Non, c'était vraiment très bien fait. Il y a même un moment donné où, tellement ils ont fait de spots, où Roman Reigns fait un écrasement dégueulasse de Kevin Owens là, sur l'arête de l'échelle. Le projette au sol là. Et en fait, ils sont en train de montrer le ralenti de la séquence juste avant où aussi il lui avait fait manger l'échelle. C'est-à-dire que Kevin Owens se fait défoncer le dos pour rien parce qu'il passe même pas à l'antenne, quoi. Ah oui. C'était vraiment extrêmement violent. Alors là, pareil, on dit souvent que la WWE, ils font plus de matchs violents, etc., etc. Alors régulièrement, ils nous montrent qu'ils en sont capables, surtout quand ils ont. C'est pas la première fois, hein, que Roman Reigns et Kevin Owens nous sortent un gros match comme ça, avec des tables et des chaises et compagnie. C'était ce qui avait fait un peu moi me convertir à Roman Reigns à l'époque, hein. C'était ses matchs avec Kevin Owens et puis son match avec AJ Styles qui avait prouvé qu'on pouvait compter sur lui sur des gros matchs. Je suis je pense que ça va être un de mes matchs de l'année, hein, si c'est le match de l'année, celui-là. Vraiment très impressionné par les deux gaillards, et je regrette vraiment qu'on n'ait pas eu du public pour cet affrontement-là qui était quand même exceptionnel. Mais oui, alors, je vois une porte qui s'ouvre et qui se referme là. Est-ce qu'on n'a pas un 4e larron dans le podcast? Tonton Chris? Noyeux Joël à tous. Ah, c'était le Salut les Père Noël! Marcs, salut les Smart, salut peuple de Ketchup. Oh, oh, oh. Je passe Ah, en coup de vent, vous faire un bisou pour la joyeux Noël. ah merci Chris, C'est merci tonton. gentil. À Merci mon, Père à, mon, Noël. à mon papy, à mon Ringside, à mon Raphaël hier. Je suis venu vous faire un petit bisou. Je sors juste du visionnage de TLC, je vais pas pouvoir rester. Donc je vous donnerai juste ma note et puis 2-3 impressions, mais très vite, quoi. Ah ben, est-ce que tu veux nous donner ton avis déjà sur ce Ah, match-là? vous en êtes à Roman Reigns, je crois, c'est ça? Exactement, tu as bien compris. Ouais. Bah écoutez, franchement, je vais vraiment pas rester, donc du coup, je vais pas pouvoir spoiler après le main event, Mais non. donc je vous donnerai juste ma note globale, et puis de toute façon, mon top, peuple de catch-up, il va au match Roman Reigns, Kevin Owens. Voilà, déjà ça c'est fait, ça c'est réglé. Juste des impressions vite fait. Moi qui me suis beaucoup plaint de Carmella ces dernières semaines, et ben pour le coup, j'ai trouvé qu'elle a fait un match pas si mal que ça. Oh! Euh, Je suis bien content. Tiens, je te donne ton cadeau, du coup, en avance pour Noël. Et en fait, ce qui m'a plu, c'est qu'elle a un peu quitté le cosplay Barbarella là, et qu'elle est revenue un petit peu dans un mode Princess of Staten Island. Et j'en avais parlé vendredi avec Papy à SmackDown. Donc j'étais plutôt content qu'elle fasse un tout petit rappel à son ancien personnage, quoi. Donc ça, c'était pas mal. Écoutez, j'ai trouvé l'opener solide. C'était pas super génialissime l'opener, mais j'ai trouvé que c'était archi solide, quoi. C'était du 3 étoiles et demi. Le Bel Homme est champion, j'avais pronostiqué le Bel Homme, donc je suis super content de la victoire du Bel Homme.
Qu'est-ce qu'il y avait comme match? Rappelez-moi. Ah oui, le tag team. Alors là, le tag team, j'ai trouvé super bon le tag team. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée de donner le titre au Hurt Business. Moi, je kiffe que ce clan se retrouve avec les ceintures là. Ils le méritent gravement sur leur année 2020. Donc, terminer le dernier pay-per-view avec une victoire du Hurt Business, ça m'a ravi. Quel match ensuite il y a eu, les amis? Asuka Charlotte. Ah ouais, ah oui, alors bon, le retour de Charlotte, bon évidemment la papy, tout mon respect, hein, parce que tu l'avais annoncé à SmackDown vendredi. Donc, Oui. voilà, donc le retour de Charlotte, voilà, papy est un visionnaire, papy est un spoilerman. Et, Désolé les gars. donc bravo papy, toutes mes félicitations. Hein, moi j'étais pas dans ce mood là, donc vraiment bravo, et c'était super cool. Bat Nia Jax et Baszler, ça peut que me ravir, hein, parce que j'ai jamais été un grand fan de ce couple-là. Donc c'est très bien qu'en plus ça va forcément donner des grosses tensions entre Asuka et Charlotte, et je pense que ça va nous emmener sur des histoires assez sympas entre les deux. Donc encore une satisfaction. Et puis voilà, et puis ce match, mais c'est une apothéose ce match de Roman Reigns et Kevin Owens, quoi. Un des plus grands matchs de l'année. Clairement, je crois que là, il va être dans mon top 5 des awards. Hein, moi, je vous l'annonce. Hein. Là, ceci est un spoiler. Hein. C'était phénoménal. Roman Reigns, il est mais au top of the game, quoi. Hein. Là, le mec, il a brisé tous les plafonds de verre. Il est en haut de l'Everest. Il plane. Il est là. Il regarde tout le monde en haut. Il dit ça va. Et tout le monde répond ouais. Donc voilà, Roman Reigns, il est énormissime, quoi. Et puis bah voilà, je parlerai pas du main event. Et je vous donne ma note. Ma note, ça sera un 4. Ma note, ça sera, pour moi, c'est l'un des meilleurs pay-per-view de l'année 2020. Tout simplement, ce TLC. J'ai bien fait de ne pas voter aux awards tant que j'avais pas vu TLC. Et là, vu ce KO Roman Reigns, là, franchement, je me suis pas ennuyé une seule seconde de tout le pay-per-view. Le main event, vous allez longuement en parler. Je vais vous laisser en disserter. Je vous écouterai. Et puis je vous ferai un petit commentaire. Laisse des coms. Voilà, je laisserai des commentaires sur YouTube. Parce Exactement. que je suis un tonton discipliné, moi. Exactement. Voilà. OK? Très Donc bien. voilà, je termine là-dessus avec un 4. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous fais des cordes à linge plein à la face. J'en profite pour faire un big up à l'Amiral, à Yerem, à Giscal, à Kyrias. Et puis bisous à tous les trois. Bon Trios review. Merci tonton, merci Chris. À bientôt, Joyeux Noël. tonton. Joyeux Noël, les gars. À bientôt pour SmackDown, je pense. Très bien. Gros SmackDown de prévu. Hein. Voilà, oui, gros SmackDown de prévu en plus. Donc ça va être bien. Bien. Allez, je vous fais des bisous. Allez, ciao tonton, ciao. Salut, peuple de catcheurs. Papy, toi tu démarres toujours quand il fait son départ, tonton. Hein. Oui. Ouais, toujours tu le suis. Ouais. Voilà, c'est Alors, exactement ça. Ouais. J'aime bien le. Voilà. Eh ben écoute, alors du coup, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. Très très bon, très très gros match. Moi, je suis tout à fait de votre avis en disant que c'est un des meilleurs matchs de l'année et que nos amis Reigns et Owens, ils ont une alchimie là, qu'on a retrouvée depuis leur dernière feud il y a quelques années. Je serais presque en fait. Presque, hein, parce qu'évidemment Roman Reigns surpuissant, je comprends toute l'histoire, mais je me dis presque qu'ils ont raté en fait l'occasion de rendre ce match encore plus légendaire en faisant un changement de titre et parce que Kevin Owens il a mérité là, putain, il a fait un de ses matchs et en plus le temps est long avant le Rumble, voire même on pourrait avoir un nouveau Kevin Owens Roman Reigns au Royal Rumble. Il y a largement le temps que Reigns récupère son titre avant WrestleMania. Donc moi, j'aurais vraiment pas été contre une petite passation de pouvoir, parce qu'en plus, Roman Reigns, qui est dans cette dynamique de mec qui veut casser des gueules à tout le monde, qui veut que tout le monde respecte, qui supporte pas le moindre... Ah mince, j'ai perdu ma phrase, comment on dit là, quand on manque de respect au roi là. Le moindre manque de respect. Voilà, voilà, ça y est, je l'ai, le moindre crime de lèse-majesté. C'était ça. Ah oui. Voilà. Donc, je me suis dit que si Kevin Owens avait gagné, il aurait été dans une fureur, Roman Reigns, au prochain SmackDown et tout, et ça aurait donné quelque chose de chouette. Et pour la carrière d'Owens, ça aurait été un match qui aurait fait date, je pense. Mais dans tous les cas, c'est un très très bon match. Moi, je suis toujours un peu mitigé par l'utilisation de la ficelle facile qui est le low blow, mais quand même, ils ont
Là, pour le coup, pendant tout le match, je me suis vraiment, pendant une grosse partie du match, je me suis vraiment demandé si on allait avoir ce changement de titre. Donc, ils nous ont fait oublier le manque de suspense de base. J'aime bien quand il y a ça à la WWE. Parce qu'il y a des matchs où d'avance, tu sais pas trop qui va gagner. Parfois, ça arrive. Et puis, il y a des fois où tu te dis non, bah, genre, c'est sûr, Owens, il va gagner. Et puis, enfin, Reigns, il va gagner. Et puis dans le match, tu y crois, quoi. C'est comme les matchs de l'Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania. Tu commences en disant non, mais c'est la streak, personne ne peut la briser. Et puis dans le match, tu dis hop, ah! Et puis il y a des 2,5 où tu y crois. Et là, quand il touche du bout des doigts, Owens, je me suis dit, mais il va y arriver. Et puis, ouais, très belle partition jouée par tout le monde. Et Roman Reigns, excellente année. Et puis, excellent. Quelle drôle d'année pour Roman Reigns. Quelle drôle de carrière, en fait. Quelle drôle de seconde carrière qu'il est en train de nous faire là depuis 2020. C'est vraiment extraordinaire. Ouais. C'est Incroyable. malade. Ouais. Je pense qu'on en reparlera, je pense, aux Awards, mais je suis d'accord avec toi. Je pense que voir gagner Kevin Owens, ça aurait été quelque part logique à un moment donné après un tel match, quoi. Et ça aurait pas, je pense, plombé, comme tu le dis, la carrière de Reigns, parce qu'effectivement, il pourrait revenir derrière en fureur, genre c'est pas possible, j'ai perdu. Ça aurait peut-être encore catapulté Kevin Owens aussi, donc je suis plutôt d'accord avec toi dans le fait qu'au bout du compte, moi j'y croyais aussi, hein, à un moment donné quand effectivement il touche la ceinture du bout des doigts, je me dis bah ouais, pourquoi pas finalement le faire redevenir champion après un match comme ça aurait été tout à fait légitime. C'est bien ce qui fait que ce match-là, c'est un réel tour de force, hein, je pense. Ouais, mais moi, j'ai l'impression en fait qu'il capitalise pas sur Owens. Après, c'est mon impression, hein, mais parce que c'est pas lui le gars sur qui il mise pour le long terme en fait. Et je pense qu'ils ont déjà prévu que derrière Owens, et le gars qui sera derrière, moi je pense que ça sera Bryan. Après, on verra si c'est lui ou pas. Mais je pense qu'ils ont déjà prévu que Owens, c'est de telle période à telle période, et puis ensuite on passera peut-être à Bryan de telle période à telle période, et puis après au suivant, tu vois. Et comme ils ont déjà prévu les étapes suivantes, bah, ils vont pas s'attarder trop longtemps sur Owens. Même si je suis d'accord avec vous. Alors, si en plus il y avait du public, là c'était le top babyface assuré pour de longs mois s'il gagnait. Mais bon. J'ai Sans- l'impression qu'ils veulent faire un règne long de Roman Reigns, Ouais. qui risque de pas Jusqu'à être Mania, hein. inquiété. Mais honnêtement, un passage de ceinture, même bref, là, ça aurait pas été honteux, ça aurait pas été déconnant, comme on dit. Bah, surtout, je trouve qu'on a. Alors, c'était peut-être pour éviter. J'allais dire, c'était peut-être pour éviter la répétition, mais la WWE, en général, la répétition, ils en ont rien à foutre. Je veux dire, on a eu le cas parfait du court règne d'Orton entre deux règnes de Drew McIntyre qui n'ont absolument pas affaibli l'image de Drew McIntyre, qui ont plutôt été. Ça a servi à Randy Orton, qui a eu son 14e ou 15e titre, je sais plus quoi. Et on aurait pu avoir ça aussi. Et en fait, moi, ce que je me suis dit, c'est que Roman Reigns est tellement booké, toujours aussi fort, aussi haut, aussi dominant. Et je me suis dit, putain, si c'est pas dans un match comme ça, avec un tel suspense, avec une telle intensité, avec une telle émotion, qui perd son titre, putain, quand est-ce que ça sera et qu'est-ce qu'il nous prévoit? Si c'est pour, j'adore Daniel Bryan, hein, mais si c'est pour qu'il fasse un one versus one tout simple à WrestleMania et qu'il prenne un coup de genou et un tombé, c'est presque dommage. Et puis si c'est Goldberg, c'est encore pire, mais ça on va pas espérer. Mais c'est bien d'avoir des règnes longs, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, je sais pas, on sent un peu que le vent de l'histoire aurait pu être pour Owens là-dessus. Mais c'est pas grave, Owens aura d'autres titres et fera d'autres matchs de dingue et on aura d'autres oppositions entre les deux, mais c'était quand même une sacrée soirée là pour les deux jeunes gens. La francophonie était haut placée ce soir. C'est vrai. Bravo. Et puis je sais pas si ça vous a fait, juste pour terminer hein, sur ce match-là, hein, après j'en rajouterai pas, mais ça vous a pas donné l'impression qu'on avait perdu genre 3 ans avec toutes ces conneries de Goldberg, de matchs de show en Arabie Saoudite et compagnie. Finalement, tu fais un match Roman Reigns, Kevin Owens, t'as 2 vrais main eventers, t'as du vrai spectacle, et je me dis qu'on aurait pu se passer tous ces trucs, ces Braun Strowman champions, ces trucs comme ça. Voilà, on tient nos main eventers là maintenant, donc Ouais, ça m'a fait aussi. cet effet-là, quoi. Un peu de temps perdu, puisqu'il y a 3-4 ans, ils faisaient le même match quasiment les deux. C'était déjà super. On n'a pas eu de match comme ça depuis quand même assez longtemps, je trouve. Oui, Papy, tu voulais réagir? Non, j'allais dire, c'est pour combien de temps en fait, que ça va le faire comme ça. En fait, le souci, c'est que tu vois,
Je suis d'accord sur cet instantané, mais si ça se trouve, Mhm. dans 2 mois, Kevin Owens sera reparti en fait de mid-card et renoyé dans des Ouais, en ils fait, voulaient l'envoyer à NXT, Kevin voilà Owens, donc quoi. enfin, oui, ils arrivent alors peut-être que là, j'aimerais bien qu'ils capitalisent dessus, hein, mais j'ai l'impression qu'ils ont une idée à la fois, la WWE, Mhm. et que là, leur idée, c'est Roman Reigns et du coup, bah, les autres, même s'il y a un truc qui se révèle à mort en face et bah, ça continuera de passer, tant qu'ils n'auront pas été au bout de leur idée et qu'ils n'auront Mhm. pas exploré le truc à mort, quoi. Bah, je sais, je vais être plus optimiste. On sait pas trop ce qui se passe dans la tête de la WWE, mais je pense que des fois, ils se laissent quand même influencer par. Ils se laissent dépasser peut-être par leurs prévisions, c'est-à-dire qu'ils envisageaient Owens peut-être comme une feuille de transition, mais quand ils ont vu ce que Kevin a proposé là ces dernières semaines au micro, sur le ring, et puis mine de rien, les ratings sont très bons, hein, ça joue peut-être Mhm. aussi. Finalement, bon, Daniel Bryan, on l'aime beaucoup, mais c'est lui aussi, il est un peu englué en mid-card, même en opener, là, comme tu nous as dit, ringside. Faut voir. Pour revenir sur ton analyse, c'est vrai que on va faire, on n'arrête pas de la vendre cette émission spéciale Awards, donc il faudra bien qu'on la fasse. Dans l'analyse de l'année, c'est vrai que l'absence de show, enfin pas l'absence puisqu'il y en a eu en février, show Mhm. saoudien, mais aussi effectivement le départ, entre guillemets, départ de Brock Lesnar et Goldberg qui à mon avis n'ont pas été trop mis en avant, notamment parce que la WWE voulait sûrement pas payer leur gros salaire dans une salle sans public. Mhm. Ça a peut-être, ouais, ça a fait du bien, mais effectivement, ouais, moi je crains que pour le prochain WrestleMania, qu'il y ait public ou non, ils aient dans un coin de la tête qu'au moins l'un des deux revienne et qu'on ait un peu toujours les mêmes affiches. Après, est-ce qu'on a Mhm. perdu 3 ans, comme tu dis, bah, Roman Reigns était un peu malade aussi, mais en tout cas, on sait qu'ils peuvent faire ça, quoi. Mhm. J'imagine qu'ils ont l'œil sur les ratings et que ça jouera aussi sur l'influence des mois prochains. On verra bien. À voir. À voir. Et est-ce qu'on passerait pas au main event? Ah. Bah, Alors, allons-y! allons-y. Alors ça, on en avait parlé, je crois, à Papy, à Raw, hein. Qu'est-ce qui main eventerait le show? On s'attendait pas du tout à ce match-là. En même temps, on savait même pas qu'il avait cette stipulation-là. Donc, nous Ouais. sommes à un TLC pay-per-view match, mais le main event, c'est une stipulation qui n'a rien à voir. Mais alors, c'est une stipulation qui n'a rien à voir avec ce qu'on n'a jamais vu, puisque c'est un Firefly, euh, Infernal. Firefly Inferno match, exactement. Avant ça, on a le droit à une petite Firefly de Noël c'est pas con d'ailleurs, au lieu de nous mettre le récapitulatif de la FUD comme d'habitude, c'est Bray Wyatt directement depuis sa Firefly Funhouse qui nous rappelle un peu l'histoire avec Randy Orton quand il l'a accueilli dans sa famille de la Wyatt Family, la maison qui brûle avec les cendres de Sister Abigail, Alexa Bliss qui est entre les deux, etc. Enfin bref, les derniers mois, les dernières années de FUD. Donc Randy Orton affronte The Fiend dans un Firefly Inferno match. La règle, pour gagner, il faut mettre le feu à son adversaire. Voilà, donc après le Eye for an Eye match, on repart dans une stipulation clairement interdite dans la plupart des pays de l'ONU, hein, mais c'est pas grave. Il faut mettre le feu à son adversaire. Alors je sais pas si ça a un lien, si on l'a obligé à porter un vêtement, mais Randy Orton vient avec une veste, hein, une petite veste à capuche, qui rappelle d'ailleurs l'époque où il était dans la Wyatt Family, il avait ce style-là, sauf que ce coup-ci sur sa veste, il y a marqué Legend Killer derrière. Et donc The Fiend arrive évidemment avec sa musique, son entrée, son ambiance. Randy Orton, il prend une bonne grosse série de droite au début du match. Il voit pas le jour pendant un bon moment, Randy Orton. Il y a plusieurs tentatives de Sister Abigail qui finit par être fructueuse. Et au moment où il place sa Sister Abigail fructueuse, The Fiend, il fait une sorte de mouvement à la Kane. Il lève les bras et les flammes se déclenchent tout autour du ring. C'est barbecue géant. Alors les commentateurs sont pris au piège. Ils ont l'air un petit peu inquiets, mais pas plus que ça. Donc voilà, tout le tour du ring est entouré de flammes qui brûlent, incandescentes, etc. C'est assez spectaculaire. Le Fiend sort un strap, là, une sorte de ceinture là dessous le ring. D'ailleurs, au Royal Rumble, le premier pay-per-view de l'année, il était dans un strap match contre Daniel Bryan, souvenez-vous. Et il frappe Randy Orton avec. Il va foutre le feu à la strap pour essayer de frapper Orton, mais Randy Orton arrive à l'éviter. Ensuite, à un moment donné, il sort une espèce de bêche, de piolet, là, d'outils de jardin pour, pareil, foutre un coup de râteau à Randy Orton, mais Randy Orton l'évite. Le Fiend sort sa rocking chair, il lui fout de l'essence dessus, il assied Randy Orton,
Il allume son Zippo, mais Randy Orton réussit à éviter les flammes. Mais la rocking chair, elle, n'a pas le temps d'éviter, hein, elle brûle. Donc on est clairement dans une ambiance de feu. Randy Orton sort une espèce de bâton, de batte pour taper The Fiend. Et il sort aussi une chaise de métal pour étouffer The Fiend. Mais Bray Wyatt réussit à se relever. Il fait un choc slam à Randy Orton. Il lui brise la nuque là, en lui faisant la torsion qu'il a l'habitude de faire. On se retrouve près des flammes. Ils essayent mutuellement de se jeter dans les flammes. Et puis, sans trop comprendre pourquoi, Randy Orton, qui était à 2 doigts de brûler, il arrive à inverser la pression, à inverser la prise. Et il envoie The Fiend sur les flammes. Alors la veste du Fiend prend feu immédiatement. Le Fiend se précipite au milieu du ring où l'attend Randy Orton qui le cueille avec un énorme RKO. Alors, étrangement, ou alors c'est moi qui ai raté, hein, mais les commentateurs et tout le monde disent que Randy Orton a gagné le match, mais j'ai pas entendu la cloche. Je crois qu'il y a eu On une n'a sorte pas de... sonné la cloche. Elle a pas sonné en fait, donc bon, le Fiend a pris feu, mais la stipulation c'était de mettre le feu entièrement à son adversaire. Il a pas vraiment pris feu entièrement. En tout cas, le Fiend, il a encaissé, voilà, il a brûlé un peu sa veste et il a encaissé un RKO. Il est complètement, le Fiend est mort, quoi. C'est-à-dire que Randy Orton, il le bouge un peu du pied, il bouge plus du tout. Il a l'air un petit peu perdu, Orton. Il sait pas trop quoi faire. Et puis finalement, il va chercher un des fameux petits bidons d'essence là. Il arrose entièrement le Fiend avec de l'essence. Alors là, Michael Cole, Samoa Joe, tout le monde gueule. Ne fais pas ça, Randy, fais pas ça, t'es pas obligé, c'est bon, t'as gagné, fais pas ça, ça c'est vraiment très très méchant, c'est interdit. Et ben, Randy Orton, il sort à l'extérieur du ring, il récupère une petite boîte d'allumettes, il remonte sur le ring, il craque son allumette sur le corps du Fiend inanimé et il la lâche. Et le Fiend prend feu intégralement, instantanément. Voilà, le Fiend est brûlé et Randy Orton, tourmenté visiblement, mais quand même content de lui, parade, lève ses bras comme il a l'habitude de le faire. Et on finit donc l'année 2020 à la WWE, en tout cas au niveau des pay-per-view, avec cette incroyable scène, le Fiend qui brûle corps et biens, et Randy Orton qui a gagné un match qui va faire date. Qu'est-ce que t'en penses, Papy? Tu t'en souviendras longtemps de ça? Tu verras ça dans tes cauchemars? Ah oui, non, je pense que c'est un match qui va faire date dans la carrière de Bray Wyatt, de The Fiend. Alors moi, franchement, alors déjà le match The Fiend Orton, j'étais pas méga emballé. En plus, on Non. nous dit c'est un Inferno match. Je me souviens que tous les trucs que faisait Kane et tout avec ça, je me suis dit: «Oh, ça va pas être terrible». Et là, on nous annonce qu'il est en main event. Je fais: oh là, ça va être la catastrophe, je crains le pire». Et au final, j'ai trouvé qu'ils l'ont plutôt bien joué. Ils ont très, très en fait, ils ont pas traîné longtemps autour du pot, quoi. C'est très, très vite, ils ont fait mumuse avec le feu. Alors vas-y que je te brûle, comment ça s'appelle? La strap, vas-y que je te brûle la chaise et je t'amène au bord des flammes, tout ça. Donc ils ont très vite joué là-dessus. Le final est super impressionnant avec le Bray Wyatt en feu qui prend RKO, puis qui se fait brûler, le feed complètement cramé. Si bien qu'il reste plus rien du film à la fin, ce qu'ils font un peu, bah, normal, c'est un mannequin, donc forcément. Mais en tout cas, l'image est vraiment très marquante et je me suis dit: «Putain et les cons, ils sont vraiment allés jusqu'au au fond de leur idée», tu vois? Autant le Eye for an Eye match, j'ai trouvé ça affreux parce que on voyait rien et puis tu avais juste, comment il s'appelle? Rollins qui vomissait dans son coin, j'ai trouvé ça vraiment nul. Autant là, putain, je me suis dit: «Mais les cons, ils sont allés jusqu'au bout, quoi» et puis, ah non, j'ai kiffé, quoi, ce main event. Ringside. Ouais, ouais, écoute, je rejoins Papy. J'étais comme toi au début, quand j'ai vu que c'était le main event, je me suis dit, aïe, aïe, aïe. Ça y est, c'est parti pour un truc cinématique dégueulasse, là, comme l'histoire Bray Wyatt contre Braun Strowman dans le bayou, là, où on n'arrivait rien à discerner du tout. C'était interminable. Et puis finalement, quand j'ai vu qu'ils étaient dans le ring, je me suis dit, ah bon, c'est déjà ça. Après, j'étais encore inquiet parce que quand Randy Orton débarque, il a un jogging, un pantalon. Je me suis dit, bon, ben, c'est pas le film qui va brûler parce que visiblement, s'il a mis des vêtements, Randy Orton, c'est pour qu'il prenne feu. Et puis finalement, bah, le match commence. Le film, il conserve sa veste. Alors, j'étais encore plus convaincu qu'il brûlerait pas parce que je me suis dit, ils vont pas brûler une veste en cuir sur le gozo.
Et puis derrière, il lance les flammes, et là, on a un décor qui devient complètement dantesque. Là, on est loin des Inferno matchs qu'on avait vus jusqu'ici. Il y avait eu un MVP Kane, je me souviens de mémoire, qui était vraiment pas terrible. Puis visuellement, ça donnait pas grand-chose. Là, il y avait quand même, au milieu du Thunderdome, comme ça avait de la gueule, toutes les flammes un peu partout, hein. Il y avait des flammes tournoyantes comme ça, là, c'était vraiment chouette. Et effectivement, comme tu dis, ils étaient jusqu'au bout du délire, avec le film qui prend feu, ses cheveux prennent feu. Alors, je sais pas si c'était des flammes numériques ou qu'est-ce qu'ils ont foutu, mais le mec prend vraiment feu. Bon, après, effectivement, il y a un petit montage, hein, pour que une fois qu'il s'est pris le RKO, et quand Randy Orton vient l'achever, hein, puisque c'est ça qu'il fait, il vient l'achever en enflammant, pour de bon, là, entièrement. C'est juste dommage qu'on ait un petit plan de coupe où on voit vraiment que c'est un mannequin. Sinon, pour le reste, c'était vraiment, pour le coup, très visuel, très crédible. Il y a eu un petit moment aussi avec le rocking chair où le montage était peut-être pas tip top, mais beaucoup mieux que ce qu'on a l'habitude de voir quand ils tentent des trucs comme ça à la WWE, où souvent ils tentent des trucs où visiblement ils n'ont pas le talent ni les moyens pour le faire. Mais là, pour le coup, c'était vraiment bien emballé, bien réalisé, très efficace, très impressionnant. Le visuel, il était très très fort, hein, ce film d'enflamme là. Et puis ça lance des trucs, parce que du coup, on se dit voilà, c'est fini pour le film. Il va venir maintenant sous une nouvelle incarnation, je pense, Bray Wyatt. Donc c'est super pour relancer le personnage qui finalement a peut-être pas rempli tous les espoirs qu'on avait mis en lui. Ça c'est un peu con, mais bon, visiblement, s'ils n'y arrivent pas, ils n'y arrivent pas. Mais ce soir, ils y sont arrivés, hein, à rentrer vraiment dans l'esthétique, dans l'univers du film, pour nous créer un match qui va rester, je pense aussi. Donc très très bonne surprise, très très bonne surprise, surtout quand on s'attend à avoir encore un cinématique match peu pété de partout, quoi. Voilà, non, moi du coup, voilà, le match s'est terminé, le show s'est terminé, j'étais amplement comblé. Voilà, jouer le visuel comme ça, c'est très très intelligent, et je pense qu'on verra pas ça de sitôt, que ce soit à la WWE ou ailleurs, donc chapeau. Ouais, chapeau. Moi, je suis impressionné par le choix ouais, comme vous dites, de l'assemblage, de la qualité du match, parce qu'ils ont là, pour le coup, ils ont fait c'est un truc qu'ils n'avaient pas trop testé à présent. C'est-à-dire que c'était pas un cinématique, effectivement, c'était pas dans la Firefly Funhouse comme, j'aurais pu m'y attendre, avec les décors, comme quand il y avait eu John Cena. Ils ont joué le vrai, catch, in-ring, et en même temps, ils ont quand même joué, enfin, ils ont fait quelque chose qui aurait été impossible, avec du public, mais c'est bien passé, enfin, jusqu'à ce que Randy Orton mette le feu au mannequin. Moi, je savais pas, il y a eu un vrai tour de passe-passe, quoi. Ils ont réussi à me concentrer sur, Randy Orton qui allumait son allumette, et j'avais même pas fait gaffe, sur le plan un peu large, que le type allongé au milieu avait changé, et donc je me suis dit: «Qu'est-ce qui va se passer?» Moi, vraiment, jusqu'à ce qu'il lâche, son allumette, j'ai cru qu'on allait avoir les lumières qui allaient s'éteindre, un truc comme ça, et le film qui allait disparaître, et je me suis dit: «Ah putain, ouais», donc visuellement, c'est réussi, ça ajoute à la légende et de Bray Wyatt et de Randy Orton, je pense, hein, on peut le dire, parce que, quelle année quand même pour les 2 hommes là aussi. Et le truc, par contre, moi, ça me fait vraiment une sorte de ce match m'a fait un peu basculer ma vision du Fiend, qui a été quand même hyper mise en avant, hein, toute l'année. Le Fiend, la preuve, il main event des pay-per-view, il en a main eventé plusieurs. Il a été beaucoup en main event de Weekly, le Fiend, même sans être dans les intrigues pour les titres mondiaux. Et il avait un peu cette image qu'il a eu là au début du match, de un gars qui scelle aucun coup et qui est hyper résistant. Et puis en fait, au final, quand on repense un peu au Fiend, moi ils nous l'ont construit comme un personnage qui est pas si fort que ça et qui échoue. Moi, ça m'a rappelé le fameux Hell in a Cell de Sinistre Mémoire, contre Seth Rollins, où il se fait démonter quand même, hein, dans ce match-là, hein. Il prend 25 curb stomp, je sais plus trop quoi. Après, donc il a perdu contre Goldberg. Bon, ça, on va pas trop essayer de s'en souvenir, mais finalement, le Fiend et même Bray Wyatt en général, il perd, quoi. Et Randy Orton, là, c'est vrai que le match est assez, c'est pas un vrai match de catch, mais
mais le Fiend le domine de la tête et des épaules, c'est sa stipu, c'est son ambiance et puis au final, sur une fraction de seconde, il perd et puis voilà et puis bon, bah, le monstre, de cauchemar des petits enfants, bah, voilà, Randy Orton, il lui fout de l'essence et il y fout le feu donc est-ce que c'est pour moi, ça me décevrait énormément qu'ils nous fassent le même coup que AJ Styles enterré après WrestleMania, qui revient en nous disant et so what là, il faut que le Fiend, ouais, comme tu as dit, il faut que le Fiend meure, il faut qu'il y ait ou un autre Fiend ou une nouvelle version, mais là, il est temps de tourner la page. Je crois que Bray Wyatt doit être quelqu'un qui aime beaucoup se réinventer et créer des trucs. Voilà, Mmh. le Fiend est fini, mais une belle mort, quoi, une très belle fin pour ce personnage. Ou un reboot, je ne sais pas, mais ouais, il faut pas que le Fiend soit le 30e entrant du Royal Rumble, en surprise, quoi. Ça me décevrait un peu. Ouais, mais tu vois, ça me fait penser à moi, je trouve que alors certes, il perd, mais en fait, ça fait partie de sa légende et ça fait un peu comme, le Undertaker, c'était un peu pareil finalement. Bon, il a eu une période d'invincibilité au début, mais ensuite, de mémoire, il se fait enterrer, il se fait brûler, enfin, Mmh. il prend quand même cher sur des grosses stipulations quoi, l'Undertaker et il perd aussi le Hell in a Cell, son premier, je crois Ouais. et puis, bah, ça n'empêche qu'à chaque fois, il revenait puis en fait, c'est un peu ça qui va faire, avec Bray Wyatt, le Fiend. C'est qu'en fait, le mec, tu peux le noyer, l'enterrer, tout ce que tu veux, le brûler, bah, au final, il revient toujours. C'est le mec qui est surnaturel, quoi. Donc il est au-dessus de tout et il revient et do là, pour le coup, autant, comme dit Ringside, autant les matchs dans le marais, tout ça, c'était bon, ça c'est on s'en souvient, mais pas forcément pour les bonnes raisons. Autant là, tu vois, c'est vraiment la légende du film, quoi. Tu vois, c'est le Mmh. mec, on dira, donc je sais pas Mmh. combien d'années, on dira: «Putain, tu te souviens quand il l'avait brûlé et tout?» enfin, c'est vraiment un moment marquant de son personnage, je pense. Ouais et Randy Orton, clairement, sa bête noire, hein, il lui aura foutu le feu, partout, tout le temps. Mmh. Ouais. Bon, bah, drôle de finale pour ce dernier pay-per-view de l'année. Bah, écoutez les amis, on est arrivé à ce main event, de TLC. Voilà, prochain rendez-vous, bon nous on fera bien sûr plein de catch-up avant, mais prochain pay-per-view, voilà, c'est déjà, 31 janvier, Royal Rumble 2021, hein. Ils nous l'ont annoncé, ils nous l'ont un peu teasé. Alors malheureusement, j'imagine, sans public, hein, là, faut pas rêver, hein. Après avoir fait n'importe quoi à Thanksgiving, je pense que les Américains feront n'importe quoi à Noël et au 1er de l'an. On n'est pas parti pour une baisse, voilà, de la contamination et tout ça. Il faudra voir ça, depuis le Thunderdome, mais ben, on finit 2020, on clôture un peu le pay-per-view, sur une bonne note visiblement. Tonton est passé, il a donné 4. Ringside, je vais te laisser, commencer ton mot de la fin, ton top, ton flop et ta note sur ce TLC. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais donner mon top. Ça va être un duo gagnant, AJ Styles d'un côté et Kevin Owens de l'autre. Je trouve qu'ils ont donné de leur personne, on l'a déjà dit hein, en début d'émission, mais franchement, ils ont bouffé des gros spots. Voilà, je sais pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Ils ont assuré le spectacle. Le top au perdant. Voilà, exactement. Voilà, ce qui a fait que le pay-per-view était très solide, c'est parce que les mecs, bah, ils ont montré ce qu'ils savaient faire quand ils décident de faire du gros spectacle et qu'ils ont pas lésiné à prendre des risques. Et c'était super. Le flop, alors je vais avoir du mal à trouver un flop. Je vais le mettre ouais, à Asuka qui est. Alors, pas. Ouais, si, quelque part, elle aurait pu aussi s'imposer un peu plus dans le match, mais je trouve que c'est un peu dommage l'image qu'elle rendait. Elle faisait vraiment petite fille face à la grande Charlotte Flair. Je trouve ça un peu dommage. Elles font la même taille d'après Wikipédia, hein. Ouais. Non, c'est pas vrai. Tout le monde a la même taille. Ouais. Voilà. Et puis la note, je vais donner un bon 4, ouais, 4,25 même, hein, j'ai envie de dire. Ouh, allez, on en rajoute. J'étais vraiment dedans du début à la fin. Tous les matchs, alors les 2 TLC matchs étaient extrêmement spectaculaires. Le main event, pour une fois, ils l'ont réussi. Tous les autres matchs étaient solides. C'est vraiment un très très bon pay-per-view. Malgré le manque de public, encore une fois, là, on aurait eu du public, on aurait eu un très très grand moment de catch. Voilà, chapeau. Pour terminer l'année, là, encore, voilà, pour ça que j'aime bien la WWE, parce qu'au dernier moment, ils vous servent le gros cadeau que vous attendiez, là, quand vous commencez à avoir des doutes. Donc, c'est super. Je suis super ravi de ce pay-per-view. Eh ben, ça fait plaisir, un beau cadeau de Noël. Mais de mémoire, le TLC pay-per-view, on a souvent des bons moments, hein, quand même. On a souvent des belles surprises. C'est pas faux.
C'est C'est pas pas faux, ouais. Je sais. La stipulation aide en fait déjà Ouais. de base. Sur toutes les quais de l'échelle, généralement, c'est bien. Alors, si en plus les tables et les chaises dans le même stipulation, c'est bien quoi. Quand c'est chaise tout seul, c'est toujours tout de suite un peu triste. Je trouve que ça marche mieux, j'ai l'impression que ouais, les stipulations marchent même mieux que le pay-per-view Hell in a Cell qui est souvent un peu critiqué parce que ça tombe un peu comme par hasard des fois des les FUD justifient pas trop la violence alors que puis là, puis c'est plus fun d'avoir des tables, des chaises et des machins que le Hell in a Cell en lui-même, je trouve. ouais. Mmh. Après au Hell in a Cell, tu peux avoir à peu près droit à ce que tu veux, mais Mmh. Puis cette année, Mais ils en ont bon. fait 3 de LNC. Alors, au bout d'un Ouais. moment, tu finis par te répéter quoi. Ouais. Bon papy, ton flop, ton top, ta note, ton mot de la fin préparé, je le sais. Tout à fait, ouais, je l'ai bien préparé du coup et en fait, ça m'arrange en fait parce que j'étais, très, partagé entre l'opener, enfin les 2 matchs TLC et le main event. Alors du coup, comme, Tonton a donné, un top à Roman Reigns, Ringside en a donné un à AJ Styles et un à Kevin Owens qui pour moi le méritaient tous et ben, je donnais un top à un autre perdant. Du coup, ça sera mon top à Bray Wyatt et pour ce moment marquant de son histoire, de son personnage du Fiend. Et puis pour le fait d'avoir réussi à me convaincre, pour un match où j'étais pas du tout, partant au départ quoi. Donc vraiment un en plus, qui conclut le pay-per-view, qui conclut l'année, tu vois? C'est un moment marquant, c'est vraiment appréciable. Mon flop, c'est compliqué à donner effectivement parce qu'il y a pas vraiment eu, de trucs vraiment horribles. Je vais le donner quand même au match, Sasha Carmella. Simplement parce que je trouvais que techniquement, c'était le moins bon de tous. Il était pas affreux, mais il était moins bon. Voilà, donc en moins bon, c'est les mots ont un sens. C'est qui tous les matchs étaient bons ce soir et celui-là était un peu moins bon. Donc, je lui donne mon flop et ma note, alors je vais être un poil en dessous de mes coéquipiers, simplement parce que, j'ai regretté, longuement qu'il y ait pas de public pour, exploser, dans ce Mmh. pay-per-view et donc du coup, je vais me limiter à un 3,75 qui fait aussi, une de mes meilleures notes de l'année. Je fais comme tout le monde, je fais des spoilers, ça sera certainement un pay-per-view qui apparaîtra dans mes awards personnels. Mais voilà, j'aurais aimé qu'il y ait du public, quoi. Je sais bien qu'on peut rien y faire, mais c'est toujours cette petite pointe de regret quand tu vois un truc aussi énorme qui se déroule sous tes yeux, quoi. Donc 3,75 pour moi. Ouais, vous êtes pas le Thunderdome, ça fait pas la diff pour vous, hein. Moi, bon, Non. après, c'est pas pareil évidemment, mais moi, sur le match Reigns Owens, j'ai trouvé qu'il y avait un. Alors après, est-ce que c'est du montage, est-ce que c'est du machin, je m'en fous, mais le bruit, il y avait un peu quand même ça, on Ah, aurait ça pu y aide. croire. Ça aide un Le peu. son aide, hein, franchement. Mmh. J'ai récemment, quand j'ai regardé les AEW où il y a 0 son, et Mmh. ben là, je me rends compte C'est vraiment que ça aide un peu, insupportable AEW. ça aide quand même pas mal quand il est bien fait. Alors Mmh. quand il est bien fait, c'est-à-dire quand tu as l'Undertaker qui fait un discours, tu as le son, provoqué Mmh. par WWE qui coupe le discours, ça c'est débile. Mais par contre, quand c'est utilisé comme ça, c'est effectivement ça aide, hein, parce que sinon c'est assourdissant parfois. Ouais, moi je trouvais que là, des fois ça se démerde bien. Enfin, on retrouve un peu on va dire la ferveur, même si c'est bon, virtuel et tout, ça peut marcher un peu. Enfin, c'est sûr pour la WWE, on en reparlera encore dans nos awards, mais le lockdown est arrivé au pire moment. On aurait eu un WrestleMania au Thunderdome, ça aurait été plus sympa que ce WrestleMania qui était dans un silence où les mouches volaient, où on voyait juste les ventilateurs tourner. C'était Quelle horreur. quelle horreur. Bon, allez, moi j'ai bien aimé aussi beaucoup, et je vais mettre 4 également pour ce pay-per-view TLC. Mais là, c'est vrai que vous m'avez un peu top et flop là, passé en quatrième après ton. Bon, ben moi je vais la jouer facile pour le top, hein. Je vais le donner au TLC match de Roman Reigns et de Kevin Owens, qui était ouais, un très gros concurrent pour le match de l'année. Bravo les gars. Enlevez vos échardes gentiment de vos épaules et de vos deltoïdes. Ça a été une belle performance. Et le flop, je suis emmerdé. Tu sais à qui Pour- tu peux le donner? Au segment avec Sami Zayn et Biggie là. Ah qui ouais, avait qu'est-ce qu'il rien à foutait faire là, là. c'est quoi? Je sais pas si on en a parlé ou si vous l'avez mentionné avant. Je l'ai même pas Non, vu. non. Tu l'as même Je pas l'ai- Non, vu. mais c'est Ouais, un espèce de truc sur, Instagram, Twitter, je sais pas quoi Mmh. là, une vidéo toute moche là qui passe à un moment dans le show, c'est tout dégueulasse. ok, et ben ça sera mon flop. Merci les gars. Voilà. Sami Zayn, c'est n'importe quoi. J'ai pas du tout aimé. Voilà, merci Ouah, Ringside. tu t'y vas fort là, hein.
Ouais. Ouais, mais c'était chiant Comme quand toi, même. quand ouais, ouais, non, c'est vrai, inadmissible. Surtout Non, mais je quand sais tu. pas, c'était un segment de weekly en plein pay-per-view, quoi. Ouais. Surtout pour vendre le pré-show, quoi. Qu'est-ce qu'on s'en Mmh. fout du pré-show? Il était passé, surtout. Ouais. Ah oui. Bon, allez, quand même, on finit bien le pay-per-view, on finit bien l'année. Un gros show de la part de la WWE, c'est notre avis, hein, on est à peu près unanime. Par contre, vous qui nous écoutez, alors que ce soit sur un site de podcast, c'est-à-dire on est sur Aosha, on est sur Apple Podcast, on est sur Google Podcast, on est sur Spotify, ou alors peut-être que vous écoutez la version vidéo sur YouTube en espérant qu'un jour on voit nos têtes ou que ça bouge. Non, c'est toujours un écran fixe avec la tonalité du son qui bouge, mais on est quand même sur YouTube. Eh ben, n'hésitez pas, surtout sur YouTube, vous pouvez nous laisser des commentaires. Tonton Chris a promis qu'il en ferait. Donnez-nous votre avis aussi. Est-ce que vous avez aimé ce pay-per-view, ce main event? Est-ce que vous aimez voir des gens qui brûlent? Est-ce que vous aimez voir des gens qui font du cash-in? Est-ce que vous aimez revoir Charlotte? Est-ce que vous aimez les Québécois, les Samoans, les Écossais, toutes ces nationalités qui font de notre monde du catch un monde formidable? Des commentaires, des pouces, abonnez-vous, partagez. Voilà, si vous pouvez nous faire un petit cadeau de Noël ou un cadeau de Noël à vos amis, vous leur faites connaître Catch Up. Vous pouvez participer au Discord pour donner votre avis, notamment notre fameux ami Pro Wardlow qui avait pronostiqué la victoire de Randy Orton quand même. Moi, j'étais loin de m'imaginer ça. Bravo, jeune homme. Et puis, voilà, parlez avec nous sur le Discord Catch Up, sur Instagram, Facebook, Twitter, Catch Up CDC. On attend vos réactions. Nous, on va aller passer un joyeux Noël. Il nous reste encore quelques weekly, mais on va essayer de vous faire quand même des petits shows. Et puis, bien sûr, les awards qui arriveront, je pense, début janvier. On va faire un truc comme ça, les mecs? C'est Ça me ça. semble pas mal. Ça me semble pas mal. Voilà, début janvier. N'hésitez pas à nous donner vos awards, d'ailleurs. On va peut-être sûrement vous contribuer là-dessus sur le Discord, mais sinon, dans les commentaires, allez-y. Qui sont pour vous les catcheurs, catcheuses, tag team, match, FUD, je sais plus trop ce qu'on a, de l'année? On vous écoute, la parole est à vous. Moi, je vais céder la parole et rendre l'antenne. Je remercie énormément Papy d'être toujours là depuis sa maison de retraite. Ce fut un plaisir d'être avec toi, Papy. Merci Raphaël, et bravo pour cet hosting de qualité avec des intervenants qui arrivaient de partout. Oui. Et oui, alors il y en a un qui est parti, on lui fait un petit coucou à Tonton Chris, mais il y en a un qui est arrivé, qui est toujours là, Ringside, qui a réussi. Alors, Bray Wyatt, bon, il a pris feu. Ringside, il a réussi à sortir la tête de l'eau. Respect, Ringside. Tu as gagné ton water match. Tu es là. Ce fut un plaisir d'être avec toi. Mais un plaisir partagé. Je m'en serais voulu de ne pas avoir fait ce podcast avec toi ce soir. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast ensemble, donc je suis très content. Pour finir l'année, c'est sympa. Toujours content de travailler avec Papy, et puis ce bon vieux tonton. Et puis juste travailler pour vous, hein, nos auditeurs chéris. C'est beau. Voilà. Il est gentil, ce Ringside. C'est Ah, super quel pour cœur finir d'or. l'année avant les fêtes. C'est vraiment pas le même homme quand il a vu un beau show à Ringside. Après, ça change. Tu sens Une la boule fin de la d'amour. frustration. Ah, le gros J'aime nounou. plus. On dirait un Bray Wyatt avec un pull de Noël, là, quand tu nous parles. Ah, faudrait que je vous montre mon pull de Noël, d'ailleurs, un de ces quatre. Je pense qu'il est très très beau. Allez, ciao les amis, bonne soirée, bonne fin d'année, bonne fête de fin d'année, bon mois de décembre, et puis on continue l'année catchesque, donc bon catch à toutes et à tous pour cette fin de 2020. Ciao, ciao. Salut Rickside, salut Raphaël, salut à tous. Ciao tout le monde, des bisous. Bang.